L'Australie, avant la vaccination, avait 750 cas de cancer du col par an. Maintenant, ils en ont 1034. Donc, c'est un cancer qui disparaît en Australie, mais il a augmenté 33% depuis la vaccination. Ouais. C'est quand même curieux. Et alors, on va dire, c'est parce qu'il y a des femmes non vaccinées, ça doit être ça. Non, il faut s'intéresser aux groupes typiques. Parce que vous avez plein d'études qui vous racontent que c'est formidable, le cancer du col disparaît. Quand on regarde les filles entre 10 et 30 ans, il y a beaucoup moins de... Il faut être un peu sérieux. On ne fait pas de cancer avant 20 ans. On ne fait pas de cancer du col. Avant 25 ans, extrêmement peu. Donc, si on veut évaluer l'effet d'un traitement préventif du cancer du col, il faut regarder au-delà de 25 ans. Comme on est à peu près à 20 ans d'usage de ce vaccin et que les filles ont été vaccinées à partir de 11-12 ans, mais il y a eu, par exemple, en Australie, des rattrapages jusqu'à 25 ans, si vous rajoutez 20 ans, ça fait, il faut regarder le groupe des 25-45 ans en Australie. Et bien dans ce groupe des 25-45 ans, ça a augmenté de 25% le nombre de cancers. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec le couple Delépine, ce couple de médecins qui a combattu durant toute sa carrière contre la doxa médicale. Et on les a vus aussi pendant la crise sanitaire élever leur voix. On reprendra tout leur parcours avec eux dans quelques instants. Mais avant cela, je voulais vous inviter à soutenir Nexus car nous sommes un des derniers médias indépendants disponibles en kiosque, sans publicité et sans subvention, bien évidemment. C'est grâce à vous, grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de vous proposer des contenus en accès libre comme celui-là et de diffuser une information libre et indépendante. Libre et indépendante comme la médecine et la santé que vous avez défendues. Bonjour Nicole et Gérard Delépine. Bonjour. Bonjour Marco. Merci d'être venus jusque chez nous. Pas très loin de là où vous étiez il y a quelques années, l'hôpital Raymond Poincaré. Absolument. C'était mon équipe qui était là. Oui. Je ne sais pas ce que c'est devenu parce qu'en fait, j'ai vu les derniers échos, ils voulaient fermer un certain nombre de services. Je ne sais pas où ça en est. Je pense que l'hôpital, n'en a plus pour très longtemps. Oui, ils voulaient le fermer, c'était clair, mais ça s'est accéléré. C'était quand même un gros pôle je vais leur faire de la publicité, mais c'est vrai, c'était de médecine handicapée, de rééducation, on est de partout dans le monde. C'est absolument monstrueux qu'ils aient fait disparaître ça, quoi. Dans des soucis de recentralisation, de regroupement, de logistique. Oui, mais quand ils regroupent, en fait, ils suppriment. En fait, c'est ça derrière. Non, c'est ça. Non, mais c'est clair. Ils suppriment le personnel, ils suppriment les emplois, ils suppriment Sauf les bureaucrates. Les bureaucrates, normal. Non, mais ils en augmentent, au contraire, pour envisager comment faire pour fermer. Non, c'est épouvantable. Garches, moi, franchement, on n'a pas vécu que des bons moments parce que nous, ils ont essayé de nous virer, mais honnêtement, c'était quand même une perle de la médecine hospitalière française. Alors, vous êtes viré, c'est quand même un fil rouge dans votre carrière. Ouais. Même avec des CRS, fut un temps. En 2014, il y avait les CRS à la sortie, oui, bien sûr. Il y avait des parents, en fait. Il y avait des parents qui faisaient... Je rappelle, vous êtes oncologue tous les deux. Gérard, chirurgien, et... Moi, pédiatre. Pédiatre pour Nicole. Essentiellement pédiatre. Donc, vous avez soigné tous les deux. Toi, tu as soigné beaucoup d'enfants. Oui, essentiellement des enfants et des adolescents adultes jeunes, quoi. C'est une pathologie qui allait jusqu'à vers 25-30 ans, quoi. Avec des protocoles, on va dire, adaptés, Adaptés, individualisés, personnalisés, mais qui étaient quand même des traitements éprouvés, qui étaient quand même publiés dans la littérature. C'était pas des produits alternatifs, c'était des produits conventionnels. Absolument. De mauvaises chimiothérapies bien toxiques. Mais utilisées... elles n'étaient pas bien toxiques parce qu'on savait les utiliser. Voilà. Le problème de la chimiothérapie, maintenant, il faut faire attention parce que les gens, toi tu rigoles, mais les gens maintenant ils croient à la chimiothérapie cytotoxique, ça tue. Oui, ça tue si on ne sait pas bien la faire. Ça tue les cellules cancéreuses. Ouais, c'est bien déjà, mais surtout ça peut tuer le rein, ça peut tuer le cœur, etc. si on ne les surveille pas. Et le problème, c'est comme justement on a fermé les services, même quand on a fermé le mien, c'était en 2014, nous comme pédiatres avec 2000 enfants par an malades par an, on avait 100 fois plus de lits que les 275 000 cancéreux adultes. Ce qui fait que les cancéreux adultes, ils étaient entassés dans des hôpitaux de jour, enfin ils doivent toujours l'être, et qu'il fallait faire vite. Et que par exemple, je cite toujours cet exemple-là pour que les gens comprennent, par exemple le cisplatine, qui est quand même une drogue cytotoxique qui est très efficace,
qui est devenue classique dans les années 70-80, quoi. Mais elle a un gros potentiel de toxicité rénale. Sauf que, par exemple, nous, pour les schémas de traitement qu'on faisait chez les enfants, eh bien, on donnait une dose c'était 125 mg, peu importe, mètre carré par malade, mais on la donnait en 5 jours en continu. On n'avait pas d'insuffisance rénale. Et vous adaptiez les doses. Non, surtout le mode d'administration, parce qu'au même moment et probablement encore maintenant, les mêmes doses à peu près, quelques milligrammes près, sont données chez les adultes, mais en 6 heures en hôpital de jour. Et encore, dans les bons cas. Parce que l'infirmière qui a 10 malades à mettre là où elle peut en mettre 5, elle accélère la perf, et puis le malade, il veut partir. Enfin bon. Et après, il vomit évidemment le tripes et boyaux dans l'ambulance. C'est charmant, l'hôpital de jour, sauf qu'on rentre chez soi malade comme pas permis. Si on est déshydraté, vous n'avez pas une infirmière la nuit pour dire, ou un médecin de garde pour dire, faut le perfuser, là, il est déshydraté, etc. Donc, la chimiothérapie cytotoxique classique devient toxique parce qu'elle est plus surveillée, parce qu'on a supprimé des lits d'hôpitaux, je ne sais pas, 100 000 au moins depuis 1993, je crois, et parce qu'on a supprimé des kilos de postes d'infirmières et de médecins, qu'on les a mis volontiers dans les agences régionales d'hospitalisation à remplir des tableaux Excel, mais qui ne sont plus auprès du malade. Et je veux dire, non, mais je le dis parce que c'est quand même, j'entends tellement d'horreur sur la chimiothérapie. Je veux pas de chimio, en parlant de ça. En fait, maintenant, les gens ont une défiance vis-à-vis de ces produits-là. Forcément. Parce qu'ils ont une défiance vis-à-vis de la façon dont... ils se rendent pas toujours compte que c'est la façon dont on leur donne qui rend la drogue toxique. C'est pour ça que je me permets d'insister. Parce que vraiment, mais il y a eu des drames. Par exemple, il y a les fameuses anthracyclines qui sont toxiques sur le cœur. Mais bon, je me souviens très bien que quand on a commencé à travailler avec le professeur Maté dans les années 80, 85, il avait l'équivalent de l'anthracycline toxique qu'on utilise tous les jours en France. Il avait l'équivalent japonais qu'on utilisait, qui n'était pas toxique. Même l'autre encore. Et ça a été interdit quelques années plus tard, surtout qu'une fois qu'il était parti, qu'il n'a pas pu se battre pour ça. C'était pas compliqué. On nous avait expliqué, je ne vais pas dire où, mais peu importe, dans les grands centres anticancéreux, on nous avait dit la drogue que prescrit Maté et avec laquelle on n'a jamais eu un trouble cardiaque, et la drogue équivalente qu'on utilise tous les jours, ça passe de 80 euros, on va dire, en euros maintenant, peu importe, à 20. Donc eux, ils gardent la drogue à 20 euros cardiotoxique et ils ne donnent pas celle qui ne l'est pas. Je veux dire, tout est comme ça, dans les antidotes, dans tout ça, ça coûte cher. Donc il faut, je crois vraiment, la cancérologie classique et la chimiothérapie classique, on peut trouver d'autres choses, c'est pas le problème. Mais tout ce qu'on assène sur sa responsabilité, en fait, c'est la perte de chance liée à la perte de lit, à la perte d'infirmière, à la perte de médecin, à la perte de garde de nuit. Et le temps que les médecins ont avec leurs patients. Est-ce que vous preniez le temps pour vraiment... Et avec la garde de nuit. Nous, on avait des médecins sur place, ils étaient d'une jalousie, les autres services, parce qu'on avait une garde de nuit, mais sans garde de nuit, on ne pouvait pas faire ce métier-là. Et pour les malades. On l'a dit, donc ça aboutit pour votre service à dégager, quoi. Ouais, carrément, fermé en 2014. Les CRS débarqués. Oui, les CRS ont débarqué en particulier parce qu'il y avait des parents qui avaient fait une grève de la faim dans la chapelle. Pour nous soutenir, bien sûr, en juin 2014. Ils étaient dans la chapelle avec l'accord du curé, tous les gens qu'il fallait pour qu'ils puissent occuper la chapelle. Eh bien, ces parents-là qui étaient traités, maltraités, ils ont resté au moins une quinzaine de jours. On leur interdisait quand même d'aller dans les toilettes qui étaient à 10 mètres, c'était dans notre service à 10 mètres de la chapelle, de l'ouverture de la chapelle. Bon, parents maltraités. Puis un jour, ils ont décrété qu'il fallait les sortir de là. Ils ont appelé les CRS. C'était un dimanche matin, 6h30 du matin. J'ai encore des photos des cartes de CRS. Ah oui, ils nous ont bien traités. Il y avait le poids. Oui. Il n'y en a pas pour arrêter 3 Black Blocs, mais pour virer des malades, des familles de malades, il y avait 13 voitures de CRS. C'était début juillet qu'ils ont fait ça, donc, et le service a fermé un mois après, mais pendant le mois qui a suivi, ils ont interdit aux parents, aux familles, il y avait une mère ou un père qui était autorisé à rentrer dans le service. Ils ont interdit les visites des tantes, etc., des frères et sœurs qui venaient de loin. Ils ont interdit aux chirurgiens. Moi, quand j'opérais, il fallait faire la chimiothérapie post-opératoire. Donc, je renvoyais le malade dans le CRS de Nicole. Ils m'ont interdit de revoir mes malades opérés.
quand je me suis présenté à la porte, il y avait 3 vigiles payés par la paix. Les vigiles, la paix, elle a ils avaient une liste. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis revenu, je viens voir mon malade de père. Pas question, vous n'êtes pas sur la liste. Alors, le plus drôle a été lorsqu'il y a eu un chirurgien thoracique qui s'occupait très très bien de nos malades, qui est un ancien professeur du Val-de-Grâce, qui était militaire, un général, qui lui aussi a eu le malheur de vouloir aller voir un des malades qui avait opéré du poumon. Il s'est présenté, on dit qui vous êtes? Général, je donne pas le nom. Et moi je suis président de la République. Foutez le camp. Ah, c'est ahurissant. Alors qu'en plus, c'est vraiment une nécessité pour un médecin, un chirurgien, de suivre son malade. Oui, c'était une perte de chance, là encore. Vraiment, Ah non, mais là, ils ont quand même poussé très loin, quoi, pendant cette... On a cru tout voir pendant le Covid. Non, vous, bien avant le Covid. C'est pour ça qu'on a... Nous, on a vite compris. On a vite compris, nous. Et nos malades aussi. Moi, un des trucs très drôles, c'était la dernière plainte qui a été contre moi au Conseil de l'Ordre. Ça a été fait par le directeur du service... Ça date de quand, cette plainte? La dernière, je ne sais plus. Non, c'est une d'Avicenne, ça. C'était encore dans les années 2000, 2005, par là. Alors, je participais avec les relations avec l'Algérie, donc on nous envoyait de temps en temps des médecins formés. Et donc, j'ai eu un professeur algérien qui était venu pour apprendre la chirurgie de ce que je faisais, des tumeurs osseuses malignes. Et donc, il est venu 15 jours à Paris. Et donc, j'emmenais à toutes mes interventions, bien entendu, pour lui montrer comment je faisais. Et puis, ça ne suffisait pas. S'il n'y avait pas de chimiothérapie, les interventions n'étaient pas utiles, puisque le malade continuait à mourir de métastases. Donc, je l'emmenais aussi dans le service de Nicole. Et donc, très régulièrement, il faisait l'aller-retour comme moi. Et quand il est parti en Algérie, je lui ai fait son certificat de stage, comme quoi il avait assisté à tant d'interventions. Et j'ai fait ce malheur de le faire sur le papier du service de Nicole, puisqu'à ce moment-là, la dernière fois où on était ensemble, c'était dans le service de Nicole. Et le directeur de l'hôpital, qui je ne sais comment a pu voir ce certificat, parce que ça ne lui était pas du tout destiné, c'était destiné uniquement à l'Institut de coopération franco-algérienne, a porté plainte contre moi pour faux certificat. Alors son argument, c'est très drôle la vie, il y a parfois des scènes, son argument c'est de dire je ne connais pas monsieur Gérard de Lépine qui ne figure pas dans cet hôpital, donc s'il a fait un certificat c'est forcément un faux. Et alors... C'est lunaire. Alors qu'il était bénévole, il venait voir ses patients. Je venais bénévole voir mon patient opérer, ce qui était quand même le minimum, opérer dans un autre service de l'assistance publique de Paris, de Créteil. C'est ça, en plus, c'était quand même à Créteil. Oui, j'étais mi-temps hospitalier à la paix quand même. Et vraiment là, il y a une scène rigolote, c'est au moment du jugement. Pas filmé, là, parce que, on n'a pas le droit de filmer dans les tribunaux. Dommage. Et alors là, c'est évidemment, lorsqu'il y a eu le jugement, le professeur algérien, bien entendu, est venu à certifier. Quand même, c'est quand même le minimum, zut. Et donc, il est venu, il s'est déplacé. Et alors là, la conclusion a été tirée par le président du jury, du tribunal. Alors, c'est le président du tribunal dans sa grotte de président, l'hermine et tout. Et il a interrogé, comme conclusion, il dit « Monsieur le directeur de l'hôpital à Vicenne, vous êtes un homme très occupé ?» Alors, il dit « Oui, monsieur le président, je suis très occupé. » Alors, expliquez-moi alors pourquoi vous passez votre temps à enculer les drosophiles et en porter plainte pour des choses inutiles. Ah ouais. Il avait demandé aussi le budget. Il lui a dit combien vous dépensez comme budget pour votre hôpital. Parfois, quand on est traité mis en jugement devant le tribunal de l'ordre des médecins, c'est parfois rigolo. Ça devait être assez cocasse, ouais, effectivement. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Oui, des jolies petites histoires comme ça. Et alors, entre autres, je reviendrai sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a un petit peu mené à cette carrière? Mais je veux rappeler quand même cet ouvrage du cancer à la vie, voilà, aux éditions Marco Pieter, collection Résurgence, où il y a une vingtaine de témoignages de gens que vous avez suivis dans votre parcours, dans votre carrière, des témoignages de guérison et d'espoir par rapport au cancer, des personnes que vous avez suivies et traitées.
qui viennent apporter leur... Voilà, qui ont souhaité effectivement se montrer dans leur vie normale, alors 10, 15, 30 ans après, ça dépend. Pour montrer que le cancer n'est pas une fatalité. D'abord, c'est pas une fatalité, que le traitement imposé, on leur dit qu'ils vont perdre la vie et leurs bras, c'est pas toujours une fatalité, c'est bien d'aller voir ailleurs quand même, parce que vous verrez, dedans, il y en a des comme ça. Et que donc, il faut se battre. Et la morale de l'histoire de tous ces témoignages, c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre et puis trouver des gens qui ont envie de se battre avec vous. Là, moi, je dis toujours, là, les premières personnes qui ont guéri ces enfants-là, c'est pas les médecins, c'est les parents. Quand on leur a dit, il faut couper le bras de votre fille et puis elle va mourir dans les 3 mois. Oh, mais vous savez, on va la montrer à la psychologue, puis il y a d'autres enfants comme ça dans le service, ils vont comprendre, vous allez voir, c'est accepté maintenant. Oui, c'est quand même le discours qu'on fait à des gamins de 15 ans dans certains grands hôpitaux. Et parfois des gamins de moins de 15 ans. Voire de moins de 15 ans. Et c'est des gens que vous avez réussi à sauver par votre approche. Parce qu'ils étaient soignables. Mais il fallait s'en occuper. Il fallait encore que des médecins s'en occupent. Voilà, c'est tout. Mais c'est les parents qui ont dit, ah non, c'est pas possible, je vais quand même chercher ailleurs. Quoi. Ils sont tombés sur vous. Ils ont trouvé, ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils sont tombés sur nous. On n'était pas non plus tant de ça à être hors du monopole qui est déjà du monopole du traitement. Qui était à l'époque non institutionnalisé, mais qui était de fait et qui a depuis été institutionnalisé grâce au plan cancer. Parce que le plan cancer a décidé qui avait le droit de traiter du cancer, y compris en ville, puisque l'autorisation de traiter les cancéreux en ville est liée aux agences régionales de santé qui le donnent si le CAC local l'autorise. Moi, j'ai un exemple absolument affreux, mais totalement réel. C'est lorsque j'ai pris ma retraite, j'avais quand même quelques élèves capables de faire ce que j'avais fait, ce que j'avais enseigné à l'hôpital de Créteil, et qui le faisaient. Mais quand ça paraissait trop difficile, j'en ai un qui m'appelait en me demandant si c'était possible d'éviter l'amputation. Et à chaque fois, je regardais, on réfléchissait bien, et c'était possible d'éviter l'amputation. Donc, comme ils avaient peur, j'allais l'aider. Et comme ça, en 2 ou 3 ans, j'ai dû aller 5 ou 6 fois. C'était relativement rare, les formes vraiment qui faisaient peur à mes élèves. Et ça s'est très bien passé pour tous les malades. Mais au bout de 3 ans, un centre anticancéreux, celui de Lille pour être précis, a trouvé que c'était insupportable qu'on ose ne pas amputer un malade alors qu'ils avaient affirmé à ce malade qu'il était absolument indispensable et inévitable de l'amputer. Ils ont porté plainte à l'agence régionale de santé en disant on a un chirurgien là, il fait des trucs qu'il ne devrait pas faire. Et l'agence régionale de santé ne s'est pas intéressée au cas, n'a examiné personne, n'a pas examiné les compétences, n'a pas examiné le cas, nous a pas demandé l'avis de qui que ce soit et a dit monsieur, vous n'avez plus le droit de traiter les cancéreux. De moins de 18 ans. Et ils ont le droit de faire ça. Ils ont tous les droits. On manque de médecins, on manque de soins, et on va dire à un médecin qu'il n'a pas le droit de... Alors la dictature, il y a deux dictatures actuellement. Enfin, il y a au moins 2 dictatures qui sont parfaitement toxiques pour la médecine en France. La première, c'est la dictature des agences régionales de santé. Je rappelle que les agences régionales de santé ont été créées pour améliorer l'état du système de santé en France et diminuer le coût. La vraie chose, c'était diminuer le coût. Alors, pour faire ça, on a nommé plein de fonctionnaires chargés de diminuer les coûts. Fonctionnaires dont les présidents sont en général payés 15 000 € par mois. Oui, parce que il faut quand même le dire. Oui, les salaires dans les agences de santé ne sont pas obligatoirement les mêmes que des fonctionnaires. C'est comme dans toutes les agences d'ailleurs. Les agences sont généralement créées pour placer un copain ou un fils. On a eu un exemple d'un premier ministre pas très ancien qui a créé une agence pour nommer son fils. C'est ça. Est-ce qu'on peut le dire? Barnier. Barnier, il a créé quelle agence? L'agence, alors c'est très drôle. Du développement parisien. Mais du développement vert sur Paris, enfin des espaces verts de la région parisienne, pardon. Environnemental de la région parisienne. Pas mal le poste. Et son fils a pris, alors il est peut-être très bon ce monsieur. Très compétent. Je sais pas on ne sait pas quelles sont ses compétences, il est peut-être très compétent. Le problème c'est de créer des agences, parce que s'il est très compétent, il pouvait peut-être se faire ailleurs, mais bon, ça c'est là.
Alors, je reviens sur les ARS parce que c'est quand même une des choses fondamentales. Donc, on a créé ces agences. Lorsqu'on les a créées, on estimait dans le monde entier que le système sanitaire français était l'un des tout premiers, peut-être le premier ou le deuxième. Ouais. Pas forcément le premier, mais en tout cas, à coup sûr, dans le peloton de tête, d'extrême tête. Et après l'effet des agences de santé, on est actuellement estimé au 23e rang. Entre le 23 et le 25e rang. On est bien tombé bas. Et en même temps, le coût pour la santé publique en pourcentage du produit national brut, ça a augmenté. Et c'est pas donc c'est une agence qui a été créée pour améliorer l'État et diminuer les coûts. Elle a catastrophé sur l'État de sanitaire, tout le monde le voit, et elle a augmenté les coûts. Mais ce n'est pas par hasard. Hein. Il s'est passé la même chose en Angleterre. En Angleterre, à un moment, le gouvernement trouvait que ça coûtait trop cher. Ils ont créé une bureaucratie pour diminuer les coûts. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à diminuer les coûts de l'hospitalisation. Ils étaient plus efficaces que les Français, là, de 5%. Mais en même temps, la bureaucratie a coûté 8%. Ce qui fait que ça a été négatif, là aussi. Mais nous, il faut quand même dire que... tout le monde finit par le dire maintenant, mais enfin, la bureaucratie médicale en France, c'est 35% du budget des hôpitaux, alors qu'en Allemagne, c'est entre 20 et 25. Les chiffres varient un peu. Moi, j'ai des 15, moi j'ai les chiffres à 15 en Allemagne. Bon, je me demande si elle n'augmente pas, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent 20 maintenant. Enfin, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a au moins 15% de moins de bureaucrates à peu près chargés de la santé en France. Et puis alors, c'était une catastrophe, parce que dans ces agences, ils ont envoyé des infirmières avec des jolis titres, des médecins avec des jolis titres. Ce sera pour la surveillance de je ne sais pas quoi. Allez, on a créé plein de comités contre l'infection nosocomiale, contre la toxicité de telle plante. Et tous ces gens-là, ce qui est dramatique dans toutes ces agences, c'est qu'au lieu de rien foutre et de pas enquiquiner le monde, ils créent plein de comités. Il faut bien qu'ils justifient leur travail. Ils justifient leur travail. Et du coup, ils dispensent toutes sortes d'obligations qui n'ont aucun intérêt sanitaire et qui prennent le temps des soignants. Alors, une des premières réformes, ce serait donc de supprimer les agences sanitaires, puisqu'elles ont fait exactement le contraire de ce pourquoi elles avaient été faites. Donc, ce serait normal de les supprimer. Et d'utiliser toutes ces personnes, de les réinjecter dans les hôpitaux, de les mettre aux soins. Les agences sanitaires, il faut supprimer leur personnel. Pour les secrétaires qui ne savent rien en médecine, c'est pas bien grave. Il y a plein de secrétariats à la justice où on a besoin de secrétaires pour libérer nos flics. Nous, on a 14% du PIB avec la médecine et je crois que la justice, c'est 4%. Donc, on leur fait volontiers cadeau de tous les personnels purement administratifs qui sont dans les ARS. Nous, on récupère les soignants. Ça représente tant de personnes que ça Ça représente beaucoup de monde, oui. Oui, ça doit être, je sais pas... Oui, parce qu'ils en ont... Du genre 450 000 personnes, l'ensemble des agences. Il y en a 16, Il y en a 16 l'agence sanitaire, parce qu'il y a la Haute Autorité de Santé, il y a l'Institut National du Cancer, il y a le CNRS qui s'occupe aussi... Oui, puis tous les observatoires, on vous crée tout le temps. Alors, Gérard a parlé là, de celui-là, il a été emblématique, notre... fils Barnier, parce que tout le monde l'a su, mais on vous crée un observatoire de je ne sais quoi, d'environnement, un observatoire je sais pas, de l'état mental des infirmières, de l'état mental. Alors qu'on n'a pas de psychiatre. Donc une des premières choses serait de supprimer les agences régionales de santé. Et les observatoires. Et tous les observatoires. Et tous ceux dont et la Haute Autorité de Santé qui sert à peu près à rien. L'Agence sanitaire du médicament. C'est absolument toxique, ces décisions. Hier, j'étais en train de revoir les chiffres. Ils ont fait un papier tout récent en disant il faut absolument vacciner par garde d'asile les enfants qui rentrent en 5e à l'école. Ça, c'est pour faire plaisir à notre président. Ils ont rajouté, c'est là où j'ai bondi, c'est un vaccin sûr et efficace. On refait encore le sûr et efficace. On a déjà entendu. Or, je rappelle en France, quand même, pour toutes les familles, que le vaccin en France a tué un lycéen qui n'avait absolument pas besoin d'être vacciné, puisque c'était un garçon. Il en est mort. Alors, immédiatement, l'agence sanitaire a dit... On parle du garde d'asile. Elle a dit le garde d'asile n'est pas en cause. C'est un vaccin qui n'était pas toxique. C'est pas de ça qu'il est mort. Enfin, il n'est pas mort du vaccin, il est mort de la vaccination. S'il n'avait pas été vacciné, il serait toujours vivant. Pourquoi pour vous, par exemple, sur ce sujet de la vaccination, papillomavirus, garde d'asile, etc., pourquoi est-ce que c'est un scandale ? Alors c'est un scandale de multiples choses. D'abord parce que l'information qu'on nous donne par les canaux officiels est mensongère. C'est quand même absolument invraisemblable. Quand vous avez une agence sanitaire qui ose dire
le cancer du col de l'utérus est un problème majeur de santé publique en France, alors qu'il y a 3000 cas grâce au dépistage cytologique du cancer du col. Il y a que 3000 cas de cancer invasif connus en France et il y a moins de 1000 morts. Moins de 1000 femmes qui meurent. C'est certainement beaucoup, mais c'est 0,6% de la mortalité par cancer en France. Alors, qu'on nous dise que c'est un problème majeur de sanitaire en France, c'est scandaleux. Alors qu'en plus, parmi ces 1000 morts, il y en a au moins 800 qui n'ont jamais fait de dépistage cytologique. Donc la seule mesure logique aurait été de dire favorisons le dépistage cytologique systématique des femmes. Ça, et de toute manière, ce dépistage, on ne peut pas dire que la vaccination l'évite, puisque la vaccination n'étant pas efficace, ils insistent toujours en disant continuez le dépistage. Donc c'est un truc en plus. Alors premier, c'est le scandale, c'est le mensonge sur la réalité du cancer. Deuxièmement, ils ont dit, et là c'est un mensonge d'indication, ils ont dit c'est un vaccin contre le cancer. Or, nous sommes à 20 ans d'utilisation et aucune étude vraie, statistique, aucun rapport ne montre que ça a permis d'éviter un seul cas de cancer. Ça évite les infections à papillomavirus, du moins des souches qui sont dans le vaccin, c'est-à-dire au départ 4 et maintenant 9. Mais des papillovirus qui s'intéressent à l'homme et à la femme, il y en a 150 des souches. Donc 9 sur 150. Voilà, absolument. Donc déjà, on peut se poser les questions. Ouais. D'autre part, ça guérit tout seul, ces infections. Ces infections, ce n'est pas des maladies. C'est des infections comme le staphylocoque que vous avez sur la peau, comme les milliards de bactéries que vous avez dans l'intestin ou dans la bouche. Donc, et ça ne donne pas de signes, ce n'est pas des maladies. C'est un peu semblant, il y en a un germe, ça profite. Alors effectivement, on a remarqué que les filles qui font le cancer du col ont eu des infections à HPV. C'est normal, 80 à 90% de la population a eu des infections à HPV. Donc, que celles qui ont un cancer les fait, c'est dans 90% des cas, c'est d'une logique absolue. Donc, la relation de certitude de causalité entre cancer et infection à papillomavirus n'est pas établie. D'autre part, on sait, grâce aux études qui étaient faites avant la mode et surtout la mise sur le marché du papillomavirus, que, comme tous les cancers, le cancer du col est un cancer multifactoriel. Et on sait que plus on commence sa vie sexuelle tôt, plus on a de partenaires différents, plus on a d'infections génitales, que ce soit à papillomavirus, mais aussi à herpès, ou même à chlamydia. Ça augmente le risque d'avoir un cancer du col. Plus on a plus d'enfants au-delà de 4, ça augmente le risque de cancer du col. Fumer, ça augmente le cancer du col. Et puis, avoir le sida, ça augmente considérablement le risque d'avoir un cancer du col. Donc tous ces facteurs sont là. Il est donc a priori déjà assez peu probable que la suppression d'un seul facteur causal puisse faire disparaître ce cancer. C'est aberrant. Oui, mais on voit à quel point il y a une doxa qui veut réduire les choses pour les standardiser. Et on l'a retrouvé pendant la crise sanitaire, alors, les mêmes discours. Mais bien sûr, et le scandale, c'est aussi son prix. La vaccination en France d'un adulte ou d'un vieil adolescent coûte 500 €. Je rappelle que le prix des vaccins en général, un vaccin monovalent, c'est entre 7 et 20 €. Celui-là, c'est 120 € la dose. Et il faut 3 doses. Et il faut des consultations. C'est le jackpot pour l'industrie pharmaceutique. Donc, ça donne les moyens à cette industrie d'acheter beaucoup de complices. Ça donne les moyens, comme on dit, de convaincre les responsables et les dirigeants politiques de le caractère indispensable de ce vaccin. Si on faisait comme notre président Macron le veut, c'est-à-dire si on vaccinait tous les enfants de la France, ça nous coûterait 300 millions. 300 millions d'euros. Par an. Alors par an, chaque année, 300 millions. Pour peut-être, dans la meilleure des cas, éviter 1000 morts. Supposons que ce soit totalement efficace, que ce soit formidable. 1000 morts de moins. Ce qui veut dire qu'on ramenerait chaque vie sauvée à 300 000 €. Je rappelle que la plupart du temps, les actions sanitaires, on dit que quand une vie ne vaut pas plus de 15 à 20 000 €. Oui, on le voit quand il y a des condamnations, combien ça coûte. Mais il pourrait aussi s'activer sur la pollution de l'air. C'est 45 000 morts par an. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Oui, alors là, attention, là, pour la pollution de l'air, les 45 000 €, c'est aussi un mensonge. Ah, alors pourquoi ? Parce que vous regardez les causes de mortalité chez l'homme en France. On les a, les statistiques. Il y a 40 000 morts de maladies respiratoires par an, pas plus. Et dans les maladies respiratoires, il y a la tuberculose, il n'y en a pas beaucoup, je suis d'accord. Il y a toutes les infections, il y a les viroses.
Et d'ailleurs, l'INSERM dit bien que la cause principale des morts pulmonaires, ce sont les viroses, dont la grippe et tous les succédés. Donc il ne peut pas y avoir 40 000 morts de pollution atmosphérique. Puisque ça doit avoir un petit impact quand même sur la santé. Mais... On n'a pas dit que ça... Je n'ai jamais dit que ça n'avait pas 45 000 ans. Pour toi, c'est pas 45 000. Dire que... non, mais c'est un mensonge total. Qu'on me dise d'où sont les sources. Parce qu'ils disent ça, mais il n'y a jamais aucune source. Hein. Alors, si, c'est faux, il y a une étude qui a été faite, effectivement, qui arrive à ça. Et c'est quoi? C'est une estimation d'après ce qu'on peut deviner. Alors, on regarde par région, on dit, tiens, dans telle zone, il y a tant de morts respiratoires. C'est bizarre, c'est une zone qui est très polluée. Donc, ça doit être lié. Mais il n'y a aucune démonstration. Et le chiffre de 45 000 est impossible puisque c'est le nombre total de mortalité respiratoire. Avec les maladies bactériennes, infectieuses, etc. Je voudrais quand même, avant de sortir du garde d'asile, il faudrait quand même dire que ça a été essayé depuis effectivement 20 ans. Ah, pardon. Oui, tu l'as pas dit. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Oui, avant de passer à autre chose. Et que ça n'a fait qu'augmenter le nombre de cancers du col dépistés chez des jeunes femmes qui étaient bien jeunes pour avoir un cancer du col, mais comme elles ont été vaccinées, elles ont fait plus de cancers du col statistiquement. Que les femmes du même âge non vaccinées. Alors, je veux dire, il y a un stérilisation aussi. Il y a un exemple. Il y a toutes les complications. L'exemple même, c'est l'Australie quand même. L'Australie, vous avez dans tous les journaux et à la télé entendu que l'Australie allait faire disparaître le cancer du col grâce à la vaccination. Hein, c'est quand même un truc qui a été bien répété. Bon, l'Australie, avant la vaccination, avait 750 cas de cancer du col par an. Maintenant, ils en ont 1034. Donc, c'est un cancer qui disparaît en Australie, mais il a augmenté 33% depuis la vaccination. C'est quand même curieux. Et alors, on va dire, c'est parce qu'il y a des femmes non vaccinées, ça doit être ça. Non, il faut s'intéresser aux groupes typiques. Parce que vous avez plein d'études qui vous racontent que c'est formidable, le cancer du col disparaît. Quand on regarde les filles entre 10 et 30 ans, il y a beaucoup moins de... Il faut être un peu sérieux. On ne fait pas de cancer avant 20 ans. On ne fait pas de cancer du col. Avant 25 ans, extrêmement peu. Donc, si on veut évaluer l'effet d'un traitement préventif du cancer du col, il faut regarder au-delà de 25 ans. Comme on est à peu près à 20 ans d'usage de ce vaccin et que les filles ont été vaccinées à partir de 11-12 ans, mais il y a eu, par exemple, en Australie, des rattrapages jusqu'à 25 ans. Si vous rajoutez 20 ans, il faut regarder le groupe des 25-45 ans en Australie. Et bien, dans ce groupe des 25-45 ans, ça a augmenté de 25% le nombre de cancers. Dans le groupe des plus vaccinés arrivés à l'âge du cancer, ça a augmenté de 25%. Alors, on dira, c'était l'Australie, c'est l'inverse du globe, etc. Mais l'Angleterre, c'est la même chose. En Angleterre, ils reconnaissent que le groupe des 25-34 ans, parce qu'ils n'ont pas vacciné jusqu'à 25 ans, jusqu'à 18 plus de cas de cancer. Ont augmenté de 20%. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'à la même... Et on n'arrête pas pour autant. Et on ment, on continue à mentir. Et alors, ce qui est très amusant, par exemple pour l'Angleterre, mais aussi pour les pays scandinaves, qui a aussi la même augmentation, c'est que si on regarde les femmes, ces vieilles femmes qui valaient plus le coup d'être vaccinées, qui est au-delà de 40 ans, donc on ne les a pas vaccinées, celles-là, eh bien leur taux de cancer du col a diminué depuis de 20% en moyenne. Mais elles ont continué à faire le dépistage. C'est des chiffres officiels. Sont édifiants, ouais. C'est des chiffres officiels des registres des cancers nationaux. Que je tiens à la disposition de n'importe qui veut les voir. Oui, de toute façon, on a refait un diaporama la semaine dernière à Besançon, donc je vais le remettre sur Parce que vous n'arrêtez jamais d'éplucher les statistiques. Oui, on veut des faits. On parle de faits établis. N'importe quoi. Alors, il faut quand même dire, effectivement, qu'en plus, ça a quand même des complications. Hein. Si ce n'est qu'un problème d'argent, ce serait secondaire. Bon, c'est vrai qu'on pleure actuellement beaucoup sur nos finances, mais ce serait secondaire. Mais nous, comme médecins, ce qui nous intéresse, c'est la vie des malades. Et de la vie des non-malades. On donne un traitement préventif qui tue. C'est comme une époque, effectivement, on va donner des traitements très préventifs. Hein. C'est comme la guerre préventive, on ne sait jamais son efficacité, à des gens qui n'ont rien demandé, et on l'a vu pendant le Covid, qui sont en bonne santé. Et qui sont en bonne santé. Et qui sont malades grâce au traitement qu'on leur donne. Oui, parce que quand même, ça a quand même des vraies complications. Le garde d'asile, on n'en parle pas finalement beaucoup. Il y a eu un mort en France qu'ils n'ont pas pu cacher parce que les parents mais aux États-Unis, il y en a 450 qui sont répertoriés actuellement. Oui, et puis il y a pas mal de femmes qui portent plainte et sont toutes en fauteuil roulant sur les photos, vous les verrez. Et puis, Danemark, effectivement, avant le Covid, il semble bien que le garde d'asile, enfin, d'après les Américains, le garde d'asile était quand même la première cause qui avait fait baisser la fertilité.
Et on voit très nettement, à partir du jour 2006, là où il commence à donner ce vaccin, on voit la courbe de fertilité des femmes. Mais pourquoi ils essaient de refourguer ce produit-là, le Gardasil? 5 milliards pour le laboratoire par an. Ouais. Bon, voilà, je crois que 5 milliards de dollars, c'est tout. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup d'essayer, ouais. Ça vaut le coup de mentir. Hein. Mais ils sont quand même pas à un mensonge près. Hein. Gérard me redisait ce matin, là, en matière d'autisme et de vaccin en général, ça, c'est un sujet qu'il faudrait quand même qu'on reprenne un jour. Mais il y a un mec qui s'est fait prendre là pour avoir... Qui vient d'être arrêté en Allemagne. C'était un expert américain. Du CDC, du Centre de contrôle des maladies infectieuses, et qui avait quand même volé 1 million de dollars. Oui, c'est ça. Enfin, il a été payé 1 million de dollars pour dire que vaccin et autisme n'avaient pas de rapport. Et là, avec Robert Kennedy qui arrive, qui quand même nous donne beaucoup de morale. C'est vrai qu'il a lancé une commission d'enquête sur l'autisme. Oui, puis il le redit qu'il n'y a pas de hasard. Et qu'il refait une commission d'enquête pour dire que tout a été fait dans le... On avait reçu le docteur Wakefield, qui a été à l'initiative du début de ces enquêtes. Qui s'est fait avoir lui aussi. Il s'est fait traiter. Il s'est fait tuer, on va dire, professionnellement. Carrément. Et il faisait ce lien, il émettait l'hypothèse entre... C'est lui le premier qui a remarqué. Le microbiote, déclenchement de l'autisme, et l'altération du microbiote par certains vaccins. Est-ce que vous avez remarqué que... Nous, on est plus simple que ça. Nous, on a remarqué que statistiquement, il y a plus d'autisme. D'abord, depuis 30 ans, on est passé de... Aux États-Unis, c'était effrayant. On est à 32. D'un sur 1000 à 1 sur 30. Voilà, c'est ça. On est à 1 sur 32 actuellement. 30 fois plus. Non. Aux USA. Ah oui. Ah bah, Robert Kennedy, il a fait un très joli livre qui s'appelle Vaccine ou Not Vaccine. Que notre ami Marco Pieter, l'éditeur belge là, de Résurgence, a publié en français, facile à lire, 100 pages, allez-y, parce qu'il y a déjà toutes les... Dedans, donc il est paru en 24, on va dire. Il y a déjà dedans toutes les statistiques qu'il a pu recueillir Robert Kennedy avant d'arriver, parce qu'il ne sort pas comme ça depuis 6 mois. Il ne sort pas depuis 6 mois toutes les choses épouvantables qui sortent sur les chemtrails, sur l'alimentation, sur les vaccins. Il sort tout ça. Mais en fait, ils ont vachement bossé pendant des années, tous ces gens-là. Et en particulier, effectivement, Robert Kennedy a pu résumer avec le collègue qui a publié le livre tout ce qui était paru dans la littérature américaine ou ailleurs d'ailleurs, et qui montrait déjà des relations tout à fait importantes entre vaccins et maladies chroniques. C'est quand même aux États-Unis, il y avait quand même l'autorisation religieuse, je crois. L'exemption religieuse qui était combattue par certains États démocrates. Mais qui existait. Donc ils avaient quand même des lots, si j'ose dire, d'enfants non vaccinés, en plus des Amish quand même. Les Amish, mais il y avait d'autres. Mais il y en avait d'autres. Et il y avait quand même des gens qui avaient fait des études sur, voilà, moi j'ai dans ma clientèle, j'ai 30 gamins non vaccinés, jamais, j'en ai 30 autres qui le sont. Et là, il avait fait des études statistiques tout à fait sérieuses, publiées dans ce livre, montrant qu'il y a, chez les populations vaccinées, il y avait plus de maladies chroniques, plus de maladies auto-immunes. Et plus d'autisme, évidemment. Et ce serait dû à quoi pour vous? Est-ce que c'est lié au microbiote intestinal, à ces phénomènes inflammatoires? Moi, j'en sais rien. C'est pas notre domaine. C'est vrai, c'est pas votre domaine. Nous, on regarde les chiffres indiscutables. Donc, après, aux chercheurs à étudier. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Kennedy. Il n'a pas dit c'est dû à ça ou quoi. Je vais étudier. Et je regarde les chiffres. Et après, c'est là que les chercheurs doivent arriver. Mais nous, cliniciens, notre boulot, c'est d'abord, un, de guérir les gens et deux, de dire, prenez pas ça, parce que vous voyez, tous les gens qui le prennent, ils sont malades après. Vous observez et vous extrapolez à partir de... Et on fait notre métier. Et on n'invente pas notre métier de chercheur qu'on n'a pas. Je veux dire, il y a des tas de gens qui font des choses très, très intéressantes. Il y a Sabine Azan, le docteur Sabine Azan, qui publie plein de choses intéressantes, qu'on peut aller trouver sur Twitter et puis trouver ses publications. Justement, sur le microbiote, c'est tout ça. Mais moi, je ne vais pas devenir demain matin Sabine Azan. Moi, je vais lire, à la limite, ce qu'elle a écrit si ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est sa conclusion. Il ne faut pas donner tel truc, il faut donner tel truc, pour que les gamins fassent plus d'autisme, quand même. C'est effroyable, les autistes. C'est effroyable à tous égards. D'abord, parce que les gamins sont autistes. Mais maintenant, ça a transformé l'école. Parce que franchement... Le fait d'imposer les autistes dans les classes normales est une catastrophe pour les autres élèves. Moi, je ne sais pas si c'est effectivement très utile pour les autistes, peut-être, j'en sais rien, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, c'est une catastrophe pour les autres élèves.
ne serait-ce parce que ça nécessite beaucoup d'attention du professeur qui est donc volé. Qui déjà de base est submergé voilà, c'est par ça. sa classe. Par sa classe. Et puis s'il y avait encore toutes les aides soi-disant qu'ils peuvent avoir mais qui n'ont jamais ou qu'ils ont 2 heures. On voit bien, il y en a, ils ont leur ASM, l'assistance maternelle pour soit pour déjeuner, soit pour la sortie, et le reste du temps. Si le gamin s'agite. Non, c'est un drame à la fois pour les gamins, mais aussi pour les élèves qui les ont dans leur classe, et aussi pour les familles. Et pour les enseignants. Pour les frères et sœurs d'un autiste, c'est une catastrophe. Les parents s'occupent de manière normale, beaucoup plus de l'autisme que pour eux. Donc ça crée des problèmes invraisemblables. Et vous l'avez vu statistiquement, en France, aux États-Unis, on a vu, ça a explosé. En France aussi, oui, j'avais des chiffres, oui. Pas tout à fait à ce point-là, on doit pas avoir ça n'a pas explosé comme aux États-Unis. Oh, ça a explosé probablement, mais c'est pas publié. Non, c'est surtout pas publié. Pas public. Non, puisqu'on a la NSM publie rien. Vous savez bien qu'il n'y a rien pour le garde d'asile, quasiment. Il n'y a jamais de complications d'un vaccin, d'après. C'est vrai qu'à ce niveau-là, la pharmacovigilance, elle est compliquée. Zéro. Non, la pharmacovigilance, elle est exactement comme l'agence chargée de la sécurité radioactive. Le nuage de Tchernobyl ne peut pas toucher la France. Les complications des vaccins ne peuvent pas toucher la France. Tu as vu quand même qu'on est actuellement... Donc toutes les complications dont on parle, on se base sur des chiffres étrangers publiés officiels, mais pas de chiffres français. Il n'y a pas de chiffres français valables. Puisque la NS dit le vaccin n'est pas dangereux alors qu'on a eu un mort officiel en France. C'est quand même quelque chose. Ils vont continuer là, de vacciner les 5e quand même. Pour vous, c'est un dogme, c'est une religion. Oui, on est le pays de Pasteur, on a un héros national, c'est Pasteur, et c'est un héros qui vaut le coup, qui rapporte beaucoup au laboratoire. N'oublions pas que le président de la République, son premier interlocuteur quand il a été nommé, c'était le président de Sanofi. Mais c'est pas que pour les vaccins, c'est pour tous les médicaments. La chose, il y a pour quelqu'un qui raconte ça. Sanofi ne fait pas que des vaccins. Il y a que Umlil, bon, il explique ça très bien. Enfin, on l'a tous vécu. De toute façon, tu peux pas faire un signalement pour une anomalie, une complication vaccinale, un effet indésirable. Non, mais pas que vaccinal, de n'importe quelle drogue. Pourquoi c'est trop compliqué? Alors tu téléphones. Faut surtout pas que ça se sache. Donc pour le médecin, c'est très compliqué. Moi, comme chef de service à Vicenne, on avait renoncé après avec les collègues. Ça ne servait à rien. Le mec, il venait nous voir. Alors, il y avait une cellule, ça doit toujours exister d'ailleurs, une cellule spécialisée dans la pharmacovigilance pour les services de l'assistance publique, qui envoyait un chef de clinique ou n'importe qui. Et de toute façon, son obsession était de nous démontrer que c'est nous qui avions fait une bêtise. Ou l'infirmière, ou la pharmacienne. En tant que médecin, vous faisiez remonter l'information. Oui, zéro. Et il y avait quelqu'un qui faisait tout pour essayer de... Voilà, en tout cas, tout se passait comme si. Vous faire croire que vous étiez dans l'erreur, quoi. Oui, enfin, surtout par tenir les faits. Ils s'en foutaient, à la limite, qu'on croit pas. Mais c'est vrai qu'en France, actuellement, pour les injections Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des effets secondaires qui se plaignent de la difficulté de faire remonter. Et il y a des associations, si bien qu'aujourd'hui, il y a des associations qui les aident. Je rappelle Solid Éclat. Oui, absolument, qui font beaucoup d'efforts, mais ils ont quand même beaucoup de mal, parce que, écoute, t'as qu'à voir, là, en Allemagne, ils commencent à dire qu'il y a des effets secondaires importants pour les vaccins Covid. Ils l'ont dit en Angleterre, en Australie, en Italie. Mais en France, j'attends toujours qu'il y ait un... Même pour les autres médicaments? Ah oui, c'était pareil. Mais moi, je vais prendre l'exemple à nouveau du garde d'asile. C'est tout bête. Le gamin est mort, donc après la vaccination dans le groupe scolaire proche de Nantes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, il y a eu un mort, il y a eu une plainte des parents, et puis quand même, on a mis au garde à vue les infirmières, le médecin. L'ARS a dit c'est pas le vaccin. Et qui est accusé actuellement, qui est inculpé actuellement? Le médecin. Le médecin, puisqu'il a injecté. Oui. Donc on n'incrimine pas le produit, mais la personne qui a administré le produit. Là c'est devenu... Il y a eu une plainte. Et c'est très clair, d'après la jurisprudence européenne. Parce que depuis le Covid, il serait bien d'écouter ça. La Cour de justice européenne a décrété que le médecin est le seul responsable des injections qu'il fait. Car même s'il y a une autorisation de mise sur le marché, personne ne l'oblige de le faire.
Non, c'est jugé là maintenant. Et puis il faut donner les informations, les consentements. Que le médecin là de Nantes, qui assistait à cette vaccination, on n'a pas accusé le problème de la vaccination scolaire. En plus. Ça, il est hors de question de dire que la vaccination scolaire est en cause. Ce qui est en cause, c'est le médecin qui n'a pas bien fait son boulot. Et ça doit rendre très prudent tous les médecins qui font des injections actuellement à l'école. Parce qu'au moindre pépin, c'est très clairement mis dans la jurisprudence européenne maintenant que c'est le médecin qui est responsable. Et ça a été appliqué pour ce mec de Nantes. Et ça a été appliqué avant même qu'il y ait eu la responsabilité en Europe. Il faut qu'il fasse, attention, oui. Donc, comment ce médecin aurait-il pu faire autrement? Il aurait premièrement dire le garde d'asile sert à rien, un garçon, puisque ça n'a aucun intérêt sur le garçon. Il aurait eu d'autres problèmes à faire ça. Il aurait pu accepter de ne pas faire cette vacation pour injecter le garde d'asile. C'est pas... En plus, après, ils sont peut-être payés pour faire ça. Oui, bien sûr. Là, dans les vaccinodromes Covid, ils disaient oui, mais à Marseille, à 2000 € par week-end. À Marseille, on donne 4500 € à un petit gamin de 15 ans pour en tuer un autre. Oui, non, mais de toute façon, il faut qu'ils se méfient, les gens, parce qu'effectivement, je sais pas si ça va débouler sur un nombre de plaintes, mais parmi tous les gens qui ont eu quelqu'un de vacciné injecté plutôt par ce poison génique dans leur famille et qui sont morts, il y a quand même des maladies de Charcot qui sont épouvantables, qui s'accumulent. Là, avant, on en voyait 40 par an en France. Là, je sais pas combien là, mais tout le monde connaît un Charcot. C'est vrai. Alors qu'avant, on n'entendait jamais parler. D'ailleurs, Mélanie Maupas, qui était une des victimes d'effets secondaires à la maladie de Charcot, l'espérance de vie est très courte. Pour ce... C'est épouvantable en plus, parce que tu es quand même paralysé. Enfin, c'est l'horreur. Bon, un jour ou l'autre, il y a des gens qui vont peut-être te dire « Mais pourquoi vous m'avez injecté ça ? Je n'ai pas eu de consentement éclairé. » Parce qu'ils osent, dans cette jurisprudence, dire qu'il faut que les gens aient le consentement éclairé. Il faut que le médecin explique en détail toutes les complications possibles. Dans ce cas-là, sa responsabilité ne serait peut-être pas engagée. En tout cas, ils ne le font pas vraiment. Ça. Ils le font pas du tout. Comment peut-on le faire en scolaire ? Enfin, il faut être un peu raisonnable. Mais en scolaire, à la limite... Oui, mais là, le problème actuellement, non, le Covid, c'est encore le Covid. Ils sont le Covid, pardon. Dans les deux cas, il n'y a pas vraiment d'explication. Ils sont quand même encore en train d'injecter en masse des gens dans les EHPAD. Il faudrait que les retraites, il faut encore les diminuer quand même. Donc, les gens, ils font garde d'asile grippe. Pas garde d'asile, Covid, grippe. Et les gens ne le savent pas. On a une amie qui m'a récemment téléphoné. On me dit, je comprends pas, ma belle-mère, elle n'avait pas été vaccinée, etc. Et elle a régressé en 2 mois. Attends, quand tu régresses comme ça en 2 mois, c'est qu'il y a quelque chose. Mais je dis, elle a été injectée. Non, moi j'avais dit, je voulais pas, mais je sais qu'ils lui ont fait la grippe. Le couple. D'accord. Bon, ça y est, elle est morte. Enfin, elle va être morte bientôt. En tout cas, son cerveau est mort. C'est une honte absolue. Vous croyez qu'elle a eu un consentement éclairé, celle-là ? Non, il faut ça dans les EHPAD, mais même... Avec ce que tu dis, Gérard, du coup, la responsabilité des médecins peut être... carrément. S'ils n'ont pas donné un consentement éclairé. Eux-mêmes ne sont pas vraiment éclairés, les médecins. Ils sont totalement coupables s'ils ne sont pas éclairés. Mais ils ne le sont pas quand même. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Sûrement. Ils veulent pas savoir. Il suffit de lire. Je veux dire, tout ce qu'on avance ici, nous, c'est sur des articles publiés. Et vérifier. Alors là, quand même, pour le Covid, il y a eu une vingtaine de bouquins. Mais combien de temps vous avez passé, vous deux, cumulés pour aller chercher toutes ces infos ? Oui, peut-être, mais comme je dis, on a écrit des choses. Les synthèses, elles sont faites quand même. Les 4e de couverture de tous les livres qui ont été publiés par Marco ou ailleurs. Il n'y en a pas pour 10 ans de lire les 4e de couverture. Je veux dire, à la limite. Bon, alors, on peut bien comprendre le problème pour les pédiatres. Il faut savoir que chez les pédiatres, la vaccination représente le tiers du chiffre d'affaires. Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. C'est officiel. La Cour des comptes a fait une enquête. Pour les pédiatres, c'est le tiers du chiffre d'affaires. Et aux États-Unis aussi, alors je ne vais pas dire le chiffre, je vais me tromper, mais aux États-Unis aussi, Kennedy l'a dit un jour dans une conférence. Ça représente ça représente des sommes fabuleuses, ouais. Bon. Et pour le Covid, on sait que c'était quand même pas mal payé la demi-journée.
Ah ouais, mais les Même médecins se faisaient même 2-3 l'heure, 000 € par week-end. Oui, c'est ça. Ils enchaînaient. Oui. Ah ouais. Bon, faut pas me raconter qu'ils étaient obligés. Oh, je suis d'accord. Hein, bon, c'est certes ceux qui étaient Non, suspendus. mais il y a un tel dogme, il y a une telle doxa qui s'impose dans l'esprit des médecins. Peut-être pour des vrais médecins, mais là, quand même, le médecin de base, même le plus débile soit-il, pouvait rapidement voir que c'était un essai thérapeutique, que ce n'était pas un vaccin au sens de Pasteur. C'est de l'ARN messager. Bon, ils en avaient pour 1 heure à essayer de trouver ça. Ça a été donné en 9 mois l'autorisation, alors qu'il faut 10 ans normalement. Il ne faut pas me raconter qu'un médecin digne de ce nom qui a voulu faire un petit effort. Vous avez gardé contact avec des collègues à vous, d'anciens collègues qui ont ouvert les yeux pendant la crise sanitaire. Ceux sur lesquels on a beaucoup de contacts, ce sont ceux qui ont ouvert les yeux, oui. Donc, malheureusement, quand on a eu tous les ennuis possibles avec la suspension, évidemment, hein, je veux dire, il y a un certain nombre de gens très remarquables, je sais pas, je veux dire, Chazourne, là, parce que je sais qu'il est à Paris en ce moment, de Chazourne, mais bon, c'est depuis toujours, lui, il avait dénoncé le Gardasil en 2008. Ah ouais, très tôt. Bon, je veux dire, voilà, bon, effectivement, et puis les autres, ils se sont cachés, hein, les autres, ils se cachent. Hein. Il n'y a pas moyen d'avoir de contact avec les médecins. Oui, alors, parmi la crise, là, quand j'ai entendu notre premier ministre, puisqu'on n'a pas son gouvernement, mais notre premier ministre actuel, aller dans les hôpitaux et dire... c'est l'investissement hospitalier qui a collé la France, voilà. Premièrement. La deuxièmement, dette à cause des hôpitaux. C'est beau, c'est fou. Moi, je suis admirative. On a perdu 50 000 lits d'hôpitaux en 7-8 ans, mais c'est à cause des hôpitaux. Non, mais moi, je suis admirative, ils ont de l'imagination quand même, hein. Faut reconnaître. Hein. Et également, le deuxième promesse, je vais vous créer 50 000 places de maisons... 5 000 maisons sanitaires, il n'y a pas de médecins. Tout le monde rigole. Et ceux qui restent sont suspendus. Hein. Donc, ce qu'il faudrait, si on veut vraiment recréer le système sanitaire qu'on avait jadis, il faut donner envie et moyens aux gens de faire médecine. Le numerus clausus, c'est quoi? Ça a été créé par les gens de l'ENA, nos grands technocrates, pour éviter des frais. Ils avaient calculé, on a tant de médecins en France, la santé coûte tant, chaque médecin coûte tant. Donc si on supprime le tiers des médecins, ça coûtera le tiers de moins. Ah oui, non, mais c'est ça le numerus clausus. Ils avaient réfléchi comme ça. Ça vient de là. Il faut bien le comprendre. Et donc, ils n'avaient pas compris que... supprimer le numerus clausus. 2, supprimer les agences sanitaires. 3, enlever au Conseil de l'ordre sa nocivité juridique. Il n'y a aucune raison que le Conseil de l'ordre existe pour dire des choses, pourquoi pas, si ça les amuse, mais il ne devrait jamais avoir le pouvoir de jurer. On a supprimé le tribunal des armées en disant que c'était totalement antidémocratique d'avoir un tribunal qui ne soit pas... On a gardé le tribunal du Conseil de l'ordre et on l'a encouragé parce que durant le Covid, il a été instrumentalisé par le pouvoir pour supprimer les bons médecins. Et toujours maintenant. Il y a quand même en 2025, alors en France, on ne sait peut-être pas que les vaccins, que les thérapies géniques ont des ennuis, parce que ça n'arrive pas jusqu'aux Français. À part si vous avez un charcot. C'est pas des thérapies géniques, c'est sauf des si vaccins, vous avez un charcot, bon, peu importe. Si vous avez un charcot à côté, à la rigueur, non, mais même les gens, ils croient que c'est des coïncidences. Hein, tous ceux qui ont marché dans le système, c'est des coïncidences. Hein. On voit bien les gens qui sont morts ou qui ont des problèmes de cœur, hein, ils ont fait une myocardite. C'est une coïncidence. À 30 ans, 20 ans. Oui, donc, ou des jeunes sportifs. Regardez les sportifs comme c'est tombé. Donc les gens... Ou les pilotes d'avion, je veux dire les pilotes d'avion, moi j'ai dans l'armée de l'air comme médecin. Nos pilotes, on les surveillait vachement. Je veux dire, il ne fallait pas qu'ils puissent avoir un pépin, non pas pour le pilote, on s'en fout à l'armée, mais pour l'avion. L'avion, ça coûte vraiment cher. Donc on ne voulait pas qu'un pilote, pour un problème cardiaque, fasse tomber l'avion. Et donc, c'était vraiment des gens parfaitement surveillés. Et là, ça a été une hécatombe dans le civil. Le nombre de pilotes, ils sont cachés soigneusement. Et ils ont diminué les critères pour valider, pour avoir le droit de voler. C'est rassurant. Oui, rassurant. Ça, on n'aime pas trop prendre d'avion. Alors, ce que je voulais dire, parce que Gérard, il a dit durant le Covid, et je vais me permettre de préciser, c'est durant le Covid et maintenant, hein, sauf si on considère qu'on est encore dans le Covid. Actuellement, le Conseil de l'ordre interdit d'exercice des médecins parce qu'ils ont soigné. Le dernier en tête que j'ai, c'est Grégory. Soigné et guéri, attention. C'est Grégory Pamard, je crois, qui a eu le droit à 3 mois ou 6 mois, je crois 6 mois de privation d'exercice. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'était permis d'envoyer un mail, attention, à ses patients, enfin aux familles de patients habituels, pour leur dire... Bon, on propose un vaccin anti-Covid sur les 12-18 ans.
Bon, il avait même dû pas titer sur le mot vaccin, j'en sais rien dans son mail, je ne me souviens pas. Moi, je vous déconseille parce que ils en ont pas besoin. Enfin bon, je sais plus. C'est la liberté du médecin. Oui, bah, c'était quand même son boulot, si j'ose dire. Bon. Plus que la liberté, c'est. Donc il est là, mais c'est récent là. Hein, il a fermé son cabinet il y a 15 jours, hein, je crois, parce qu'il a 6 mois d'interdiction d'exercice. Puis il avait fait une deuxième faute absolument insupportable, évidemment. Il était suspendu puisqu'il n'était pas injecté, donc il était suspendu. Et puis il y a une de ses patientes habituelles qui a eu un pépin, qui lui téléphone en disant la famille, je sais pas, enfin respirait pas, enfin, détresse respiratoire, etc. Bon, il va l'avoir, ce qui est quand même humainement, même s'il n'avait pas été médecin, il aurait pu faire ça. Mais c'était pas. Ça lui a été reproché. Ah oui, c'est le deuxième critère. En plus, il l'a guéri, du coup, elle n'est pas morte. Je ne sais pas si elle est morte depuis, elle n'est pas morte. Oui, il a été soigné une patiente alors qu'il était interdit de soigner par le Conseil de l'Ordre. On est en septembre 2025, ce monsieur. Il a 6 mois d'interdiction d'exercice. Ces malades n'ont pas de médecin. Et bon, on n'en entend pas tellement parler. Hein. Et bon, puis je vous cite celui-là. Et après, on pleure qu'on n'a pas de médecin. Éric Loridan, Denis Agré, et tant d'autres. Il y en a plein. Mais ce qui me fascine, c'est qu'en plus, c'est maintenant, quoi. Il passe devant le Conseil de l'Ordre en juin et on lui interdit de travailler en septembre. On est en 2025. Et on manque de médecins. Donc pour moi, on n'est pas après le Covid. Enfin, on n'est pas... On est après le Covid. Il n'y a plus de Covid à ce sens-là. Mais on est dans les conséquences. La chape de plomb est restée. Elle est restée. Mais moi, je voudrais quand même rappeler que la chape de plomb, elle est ancienne. Moi, en 86, le Conseil de l'Ordre voulait m'interdire d'exercer. Déjà ? À vie. Pourquoi ? Parce qu'un des anciens qui avait 4 ans, qui était en traitement à Lyon, devait être amputé. Une petite fille. Une petite fille. Et elle est venue me voir et j'ai eu le malheur de ne pas l'amputer. Et de lui mettre une prothèse de croissance. Alors, c'est quoi une prothèse de croissance ? C'est une prothèse. Le problème, c'est que lorsque ça touche un enfant, l'ostéosarcome, souvent, c'est sur le fémur. Okay. Or, c'est à partir du fémur que se fait l'essentiel de la croissance du membre inférieur. Donc, si on enlève le cancer et en même temps la partie inférieure du fémur, on supprime la croissance possible de ce fémur. Et donc, on peut garder la jambe. Et si on fait un remplacement par une prothèse classique ou par une reconstruction osseuse, mais avec la croissance, on va se retrouver en fin de croissance avec une différence de taille, peut-être de 10 cm. Donc pour éviter ça, j'ai inventé une prothèse qu'on peut agrandir. Donc pour donner l'égalité avec l'autre jambe, tout bêtement. C'est ce qu'on appelle une prothèse de croissance. Alors la première génération, c'est une prothèse où j'aurais opéré, je tournais un tournevis. Et puis dans la deuxième, mais l'ennui, c'est que ça obligeait de réintervenir tous les 3-4 ans. Ce qui est quand même beaucoup, parce qu'à chaque fois, il y a un risque infectieux. Oui. Et donc, si on fait trop de fois, on finit par avoir l'infection qui était la catastrophe qui pouvait, lui, mener à une amputation secondaire. Donc, dans la nouvelle génération, c'est des prothèses qui peuvent être agrandies par des champs électromagnétiques. Donc, ils ne nécessitent plus d'intervention. Malheureusement. C'est quand même une petite révolution, ça. Enfin, en tout cas, oui, mais comme dit le truc classique, nul n'est prophète en son pays. Donc, les Américains en profitent, les Anglais en profitent. Et en France, on peut personne. Et donc, toi, en 86, tu utilises... Ah non. Alors, en 86, oui, effectivement. La première version. J'utilise la première version. Et la gamine est contente. Et le père, qui était un syndicaliste assez virulent, voit que dans le service où était la gamine, tous les autres enfants continuent à être amputés. Alors, il est fâché, il appelle le Figaro et il fait un petit reportage où elle devait être amputée, elle fait du vélo. On voit la gamine sur son vélo. Et le professeur d'une très grande famille lyonnaise a dit « c'est pas possible ». Cet article a été manifestement fait par le docteur de l'Épide pour se faire de la publicité. Et crac, il m'attaque au Conseil de l'Ordre. Et moi, j'étais jeune chef de clinique à cette époque. Et mon patron dit « oui, de l'Épine, c'est un bon chef de clinique. Sur ces trucs, ça, j'en sais rien. » Il s'est caché. Bon. Et j'étais mal barré. Alors, quand je suis arrivé dans le Conseil de l'Ordre, les médecins inspecteurs étaient de bonne foi. Ils étaient totalement ignorants, mais de bonne foi. Et donc, ils ont gardé ce que j'avais écrit, puisque j'avais déjà parlé un petit peu en congrès des premiers cas. Et ils ont dit « ah oui, il n'y a pas de doute, vous êtes de bonne foi. » Mais est-ce que quelqu'un d'autre l'a dit qu'on pouvait ne pas amputer? Et là, à cette époque, il n'y avait pas Internet, je ne savais pas, j'ai dit non, pas à ma connaissance. Et là, j'étais condamné. Exactement ce qu'on a fait à notre Marseillais infectiologue. Les autres ne l'ont pas dit. Donc, c'est pas vrai. Donc, ce qui veut dire qu'en France, on n'a pas le droit d'inventer quoi que ce soit.
Bah oui, Hein. on peut pas être le premier en fait. Voilà. Dans quelque Pas- chose. En France, on n'a pas le droit. Bon. Et j'étais très mal barré, car effectivement, j'étais attaqué par un grand professeur. Personne d'autre l'avait dit. Et donc, Et ça aboutit à quoi cette histoire? j'ai été sauvé par les Américains. Parce que Gérard a de la chance. Parce que j'ai de la chance. Dans la vie, il faut avoir de la chance. J'ai la chance puisque j'ai survécu. J'ai de la chance grâce à les Américains ont débarqué avec un petit opuscule. 3 semaines avant mon procès, la tenue du procès, on m'envoie des États-Unis, plus exactement, parce qu'il était paru 2 ans avant, mais je ne le savais pas, un petit opuscule qui était un audit qu'avait fait le ministère de la Santé américaine sur le sujet. Ils avaient pris un week-end avec un tiers de gens du ministère, un tiers de famille et un tiers de médecins spécialistes sur le sujet. Et ils disaient exactement ce que je disais dans mes papiers. Eh ben heureusement. J'ai été sauvé mais sinon, on m'aurait interdit d'exercer et donc on aurait continué à amputer les malades tranquillement en France. Pour avoir tenté de soigner quelqu'un autrement Voilà. et même Absolument. de lui préserver sa jambe. Alors, Alors, depuis, c'est devenu, la petite effectivement, histoire, c'était- elle a fait un petit livre, cette petite dame. Elle oui, est- c'est- Oui, Ah non, non, elle n'est non, pas elle est dedans, pas- elle est pas mais dedans, là, elle a pas non, mais témoigné la dedans. référence, Mais elle a est fait un quelque livre part. carrément. Elle a fait un livre, mais je sais pas. Racontant son histoire. Elle a Non, toujours mais sa il jambe. est dedans, la référence est dedans. Et ça fait, Je l'ai pas ça retrouvé, fait. là, mais... Non mais vous en Bah, avez c'était en 86. quoi. vous en 86, avez donc vous beaucoup voyez. des gens quand même que vous avez aidés et qui vous remercient par leur témoignage. Ah Bah bah oui, oui, on a, bien nous on a sûr. été heureux toute notre vie. Et pourtant Parce qu'on a des familles absolument Mais ce que je veux passionnantes. dire, c'est par rapport à ton... C'est un bonheur, je veux dire. Les gens qui font pas médecine avec leur cœur, qui se battent pas pour leurs malades, ils connaissent pas ce bonheur d'avoir des gens qui vous aiment partout. C'est En France et à l'étranger. à absolument. l'étranger aussi. Oh bah oui, j'ai fait bah, beaucoup de choses à l'étranger quand même. On avait des Grecs, on avait des Polonais, on avait des gens comme ça. L'autre jour, j'ai une collègue, J'ai opéré quand qui même. m'envoie une photo et puis elle me dit, tu la reconnais? Et je suis sûre que c'est une petite grecque, mais... c'est Celle dans- qui était pasteur, peut-être, celle qui était avec ses moutons. Je sais pas. Je sais pas, écoute, C'est dans les je montagnes, remontrerai grecques. la photo, mais pour dire quoi, de temps en temps, oui, il y a des gens qui viennent Non, mais de c'est qu'en de fait coins fabuleux. Et... c'est que sur le terrain vous êtes soutenu Ah bah et oui. l'État, les pouvoirs publics depuis l'époque. Oui, mais ce que je dois Possible. dire quand même, oui, c'est Oui, vrai, parce oui, qu'on oui. n'est pas dans la doxa, c'est tout. Mais donc la doxa, c'était déjà ça. C'était déjà ça, voilà, c'est Déjà mais, avant. 86, hein, ça, mais bon, faut Mais non, c'était avant. Le Conseil de l'ordre, n'oubliez Bah, pas, a c'était été créé par 84. Vichy. Sous Vichy, ça. Et la première acte qu'il a fait, c'était de dénoncer les médecins juifs aux Allemands. Ok, bon, ça, Et ça le commence. deuxième acte qu'il a voulu faire, c'était d'imposer à tout médecin qui traitait une blessure par balle de le dire aux autorités. Ah, comme aux États-Unis, ça. Oui, que enfin, c'est- c'était durant la guerre, donc Oui, c'était oui. pour choper les résistants. Oui, Alors ok. là, il y a heureusement très peu de médecins français qui l'ont fait, qui ont appliqué les conseils de l'ordre. Mais pour dire d'où vient le conseil Ouais, de l'ordre, ok, ne d'accord. l'oubliez Mais ce pas. que je veux dire, c'est que, bon, notre temps, c'était un peu dur, etc. On a quand même résisté entre 86 et... Enfin, non, entre 80, quoi. On a commencé à faire ces trucs-là. Et 2014. Mais ça, c'est quand même, je voudrais insister, c'est quand même Aggravé, lourdement oui, oui. aggravé. Ah oui, oui. C'est-à-dire maintenant, c'est vraiment... Il y a un nombre de collègues Là, c'est et la tyrannie, que je salue absolue. ici, qui sont toujours suspendus Les- ou qui ont essayé de les martyrs de la retravailler. médecine. Ah oui, oui, non. Et je le citais tout à l'heure de Chazonde, là, qui est de Qui la est vraiment un Réunion, grand. mais il est encore suspendu, lui. Je sais plus pourquoi, mais ils sont toujours suspendus, quoi. Il suffit qu'ils disent quelque chose et ils sont Déplaît. suspendus. Et vous aviez imaginé, en commençant votre carrière, devenir très vite des médecins résistants? Non, on a fait des médecines pour appliquer et traiter les malades, pour guérir les malades, c'était notre but dans la vie. On a été obligé d'être résistant. Mais son père était résistant, ça a été un des fondateurs de la sécurité sociale dans le maquis. Paix à son âme, la sécurité sociale qui n'existe plus, hein, mais bon. Paix à C'était l'âme ton- de mon c'est papa. ton papa, mais ouais. il était un des trois, ils étaient un trois. des collègues, oui, de Dans la- la dans- Roque et Ça, compagnie. oui. Dans- ça s'appelle comment? Guignard. Dans le Pierre. maquis du barrage de l'Aigle. C'est là qu'ils ont fait la théorie qui est rentrée après dans le programme de la résistance, les jours heureux. C'est pour ça que nous, on est vraiment des enfants de... Donc c'est déjà de famille dans l'ADN d'aider les Français. Alors, oui, mais non. Non, mais d'avoir parce cette que- fibre-là. mais non, papa, il disait toujours. On n'a pas voulu, il on voulait fait pas pas être exprès, résistant. quoi. Il a jamais voulu, lui, une médaille de machin, un truc comme ça. Il voulait dit pas être c'était résistant, normal, j'ai été quoi. obligé de le devenir. Bah, je deviens C'était résistant. insupportable. Ouais, mais parce là- qu'on me Bah, proposait c'est des choses insupportables. insupportable. Et nous, c'était la même Oui, chose. il l'a On fait nous pour lui proposait- d'abord. Mais ce que je veux dire, c'est que Non, mais oui, parce mais qu'ils c'est les gens, supportaient oui, pas, on supportait pas. C'est pas- ce qu'ils voyaient.
Voilà, Bon, exactement. on avait un Mais ami. nous, c'est la même chose. On avait un ami qui a écrit, on peut le citer, Serge Garde qui a écrit, mais ils l'ont tué avec, ils l'ont tué moralement en tout cas avec Serge Garde par rapport par rapport le journaliste qui a enquêté sur les réseaux absolument. Serge Garde. C'était un ami de Gérard à l'école primaire alors. Et bien souvent il me disait, ça a été un des premiers à nous aider un peu pour faire connaître à Garches. Il était venu un petit, on était à Robert Debré à l'époque. Oui. Bon, et c'était un des premiers à nous aider. Mais on avait discuté souvent, mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Parce que lui, tous les emmerdes du monde avec ça, hein, c'est évident. Quand je dis ils l'ont tué, entre guillemets, mais c'est vrai, je l'ai eu au téléphone il y a un an. Ça lui a tué sa santé, ouais. Ah ouais. Eh bien, il disait toujours, c'est un petit grain de sable, on doit voir ça, on est un peu, voilà. Lui, il disait, on est un peu différent génétiquement, quoi. Il disait, enfin, entre guillemets, quoi, mais il disait, on est comme ça, quoi. Effectivement, dans les populations, tu as finalement 20% de gens sur les 20%, vont... ouais. Ouais, mais c'est les 20% qui servent aussi de ça change, hein. Ouais. C'est de là que viennent les progrès. Enfin bon, pour revenir à nos médecins suspendus actuels, la loi, elle n'a pas été annulée par le Sénat. C'est une honte absolue. C'est la fameuse loi de juillet 2021. D'obliger les gens. Août 2021. Et un décret qui a suspendu l'obligation pour les soignants. Normalement, le Sénat devait voter la suppression de la loi. Bah oui. Et ils l'ont pas fait, ce qui fait que les soignants actuellement, ils tremblent, ils tremblent absolument. Et non, donc, mais c'est pour avoir des médecins, il faut les encourager, non pas les décourager. À travailler, à être libre. Surtout que ça, dans l'hôpital public, ça gagne pas tant que ça quand même. Mais c'est pas. C'est-à-dire que c'est pas très motivant. Mais c'est pas. Faut pas se gêner. Non, il n'y a pas que l'argent, je suis d'accord. Non, puis les médecins sont pas si mal soignés à l'hôpital. Sont pas si mal payés à l'hôpital. Faut pas exagérer. Hein. Ils ont titularisé les gens. Je sais pas combien c'est exactement maintenant, mais enfin, ils arrivent à 66 000 € par mois, ce qui n'était pas beaucoup dans le temps où les gens faisaient des gardes gratuites, 70 heures par semaine. Oui, mais c'est plus le cas. Maintenant, les médecins, ils partent. Ils sont comme des employés comme les autres. J'ai droit à mes RTT, j'ai droit. Oui, c'est là où on voit qu'ils ont vraiment cassé. Ils ont cassé quelque chose. Sauf celui de dire la vérité. Mais à part ça. Ils ont cassé. Non, mais ils ont cassé quelque chose, quoi, quand même. Non seulement les médecins, il y en a moins, mais ils ont cassé une flamme. Moi, j'avais une infirmière libérale au téléphone il y a quelques jours qui me racontait que dans son coin, il n'y avait pas de médecin. Alors, qui se débrouillait. Alors, il faisait 20 ordonnances, il passait dans les boîtes aux lettres, il mettait dans la boîte aux lettres. C'était comme s'ils avaient fait une visite, etc. Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que c'est de cette race-là, quoi, entre guillemets? C'est autre chose que des médecins. Et puis, elle disait, nous, à 4 heures, on ne peut plus avoir personne. Ils nous disent, envoyez les urgences. Enfin, c'est... Heureusement qu'il y a encore des gens, en particulier dans les infirmières libérales, qui ont encore la flamme et qui font tout ce qu'elles peuvent, mais elles ne peuvent pas non plus remplacer complètement les médecins. Mais alors justement, cette flamme, vous l'avez entretenue tous les deux ensemble, vous êtes en couple. Ouais, mais pas seulement. Mais non, on l'avait en nous. Vous l'aviez en nous. Non, mais avec une équipe, avec notre équipe aussi. On a rencontré plein de gens qui étaient... Non, mais c'est rare d'avoir un couple de médecins qui partagent le même combat comme ça. Comment est-ce que... Il vaut mieux quand même se sentir proche l'un de l'autre pour être en couple depuis plus de 50 ans. C'est vrai. Franchement, je partage pas la chirurgie. Hein. Je vais pas au bloc opératoire. Ça, la goutte de sang, c'est trop. Mais vous avez la même vision des choses. Est-ce que ça vous a aidé sur le plan professionnel d'être tous les deux ensemble? Ça nous permet de résister. Plusieurs, oui, ça permet de résister. Quand on a un coup de déprime, on l'a pas forcément en même temps. Oui, ça, je pense que ça permet de résister. Mais bon, l'entourage de collègues qui sont, là, je sais pas, on doit les voir à la fin du mois, là, mes petites collègues. Celles qui ont résisté aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas résisté. Il y en a qui se sont fait carrément... Qui se sont fait acheter. Qui se sont fait acheter, avoir... Enfin, surtout qui se sont cachés pour plus avoir trop d'emmerdes. Menacés, oui. Menacés, oui, c'est ça. Ils ont tous été menacés. Ils ont tous été menacés. Alors ça, menacés. Moi, vous savez, j'ai été en retraite le 18 juillet, puisque je suis née le 19. Le 18, j'avais plus le droit de mettre les pieds dans mon bureau. Mais mes collègues, attendez, on soignait des gamins ensemble jusque-là. Mes collègues, elles avaient interdit à partir du 19 juillet de me joindre par téléphone. Alors, donc c'est pour ça. Il y en a qui l'ont fait. La dictature du Covid, elle existait déjà avant. Ah oui. Non, mais il y en a une. On va voir samedi, je crois. C'est affreux. Parce qu'ils avaient interdit aux patients de venir en consultation à partir de, je sais pas, du 4 juillet et après.
Mais les gens, ils amenaient leurs petits gamins. Alors, elle était de l'autre côté de la vitre. Hein, de l'autre côté de la vitre. Et puis, le petit gamin qui tend les bras à notre charmante Barbie, là, et elle l'attrape, un câlin, etc. Évidemment, il passe à l'intérieur. Donc, elle a été dénoncée par l'administration, suspendue parce qu'elle avait permis à un gamin de rentrer dans le service. Elle n'avait pas obéi aux ordres, c'était que les gens ne rentrent pas à l'intérieur. C'était en 2014. Hein. Et il y avait la dictature. Et il y avait effectivement, effectivement trois vigiles à l'entrée du service. Mais le gamin, il s'était. Non, mais c'est vraiment une fiction, quoi, d'avoir des vigiles dans un hôpital qui empêchent des médecins de pouvoir accéder à des. Oui, mais Marc, qu'est-ce qui s'est passé dans les EHPAD ? Cette pauvre vieille dame qu'on a vue un peu partout, qui était venue voir son mari. Son mari au travers d'une vitre. Vous voyez. On s'en rappelle ces images, c'est terrible. C'était courant. Ils avaient mis des vigiles partout. On a militarisé la santé depuis longtemps. L'État a voulu imposer sa vision de la santé. Oui. Et tout ça pour le seul bénéfice des laboratoires pharmaceutiques. L'État ou l'industrie pharma ? Non, c'est l'industrie pharmaceutique qui choisit quand même le ministre de la Santé depuis au moins 20 ans. Quoi dans c'est classique. Qui choisit le ministre de la Santé ? Ce n'est pas le Premier ministre. Ils reçoivent des notes. Non. On choisit uniquement parmi les amis très du liés. pouvoir, mais ils sont dedans. C'est la même chose. C'est difficile. Et moi, je ne citerai pas, mais je connais quelqu'un de très important dans un très grand parti, qui, ayant sa fille maltraitée dans un grand institut, il roulait couper le bras, entre autres, finit par me voir. J'ai traité la fille, elle va bien, donc il me fait confiance. Il a pu voir. Quand je lui ai parlé de certains problèmes, pas question d'intérieur. Par exemple, sur les vaccins, je lui ai dit attention, c'est dangereux. En lui disant, alors qu'il savait qu'il pouvait me faire confiance, il n'a surtout pas évoqué le problème. Il ne bronche pas. Hein. Mais c'était lui le trésorier. Oui, mais même, il aurait été autre chose. Non, c'était trésorier. Et s'il veut continuer à avoir les subsides de l'industrie pharmaceutique, il doit pour son parti, pas pour lui. Bien sûr. Bon. Ça me rappelle Estrosi pendant le Covid, qui se pavane sur les plateaux quand il s'est fait soigner avec sa femme chez Raoult. Oui, chez Raoult. Et quelques temps après, il retourne sa veste. C'est incroyable. Et terminé, c'est l'hydroxychloroquine, c'est dangereux. Ceci dit, je pense qu'il y a un certain nombre de Niçois qui ont compris. Hein. Oui. Nous, on va souvent à Nice. Il y a quand même des gens qui l'aimaient bien. Ça révèle ses rapports de force, parce que très certainement, il a dû subir des pressions. En plus, se faire menacer. Oui, ça va au-delà de l'argent. Ça va de la menace. On voit bien ce qui s'est passé avec le seul député qui, quand même, me répondait très, très régulièrement pendant le Covid. C'était Olivier Marlette. Pas de chance, il a été suicidé. Enfin, il s'est suicidé les pieds par terre. Oui, enfin, c'est bizarre. Comme Éric Denessé aussi, les deux à quelques jours d'intervalle. Oui. Il paraît de Boulin, là, je sais pas, j'ai vu. Non, c'est pas là-dedans. Ce matin, j'ai vu. Boulin, on sait qui aurait. Quand même. L'affaire Boulin. Tu te rends compte le nombre de fois qu'il faut d'années ? C'est pour ça, les gens, il faut vivre vieux, parce que vous apprenez des tas de trucs qui vous ont travaillé quand vous avez 40 ans. Il faut apprendre de nos anciens. C'est intéressant. Hein, parce qu'en fait, l'histoire se répète. C'est vrai qu'on débarque, on se dit on a vécu la dictature sanitaire, etc. Bon, là, c'était exacerbé. Mais en fait, ça avait pris racine. Bien sûr. Nous, on l'avait quand même écrit dans un livre. Hein. Ouais. Soigner ou obéir. On l'a écrit. Soigner ou obéir. On l'a écrit avant l'élection de Macron, avant la première 2016. En espérant que peut-être des politiques essaieraient d'utiliser ce qu'il y avait dedans pour récupérer le système de santé. Soigner ou obéir. Ce titre veut tout dire. Bah oui. Voilà. Et alors, tu vois, ça ne doit pas être d'aujourd'hui, parce que on a donné à ce livre-là en 2016 sur toutes les économies que pourrait faire un gouvernement honnête, quoi. Ouais. Et le titre, je l'ai retrouvé dans des papiers que mon papa m'avait écrits dans les années 2000, absolument. Dans les années 2000, quand j'ai fait mon premier livre, là, 9 petits lits au fond du couloir, et il avait dit, tu pourrais l'appeler Faut soigner, obéir. J'aurais mieux fait de faire ça, d'ailleurs, c'était plus causant. 9 petits lits au fond du couloir, à la limite, tu sais pas de quoi ça cause. Mais non, mais pour dire que papa, qui est effectivement ancien de la Sécu, avait bien compris ce qui se passait aussi clairement, quoi. Mais la Sécu de l'époque, c'était la Sécu où la vraie Sécu. C'était les administrés qui élisaient les dirigeants. N'oublions pas, c'est ça, la Sécu de 45. De 45.
C'était les associés, tous les gens qui les étaient salariés, à la Sécu, les patrons, salariés, et ils discutaient ensemble. Ils votaient pour élire les gens qui prenaient les décisions. Simplement, les politiques se sont dit c'est beaucoup trop d'argent, c'est plus que le budget de l'État. On ne peut pas laisser ça au vu du spé comme c'est nous qui devons en décider. Mais c'est depuis, donc, ça a commencé en 67. À partir du moment où ils sont emparés de l'argent, les labos ont dit et nous. Ça a été 67 au départ, et puis la dégradation. C'est vrai que c'est un sacré pactole, hein. plus de 500 ou 600 milliards d'euros par an. Oui, par plus an, que le budget de la nation. Ouais, qui est 400 milliards, je crois. Tu vas pas laisser ça, tu vas pas... On va laisser ça au peuple. Ça fait des envieux, ouais. Et maintenant, c'est plus la sécurité sociale au sens où les salariés n'ont plus rien à dire, les patrons quasiment pas non plus. Ceux qui parlent, ce sont les bureaucrates qui décrètent que faut pas dirigé par les politiques. Oui, mais enfin, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. C'est les politiques. C'est les mêmes puisqu'ils changent tout le temps, mais les mêmes. Qui servent les lobbies. Est-ce que le but, vous diriez que c'est d'avoir un système de santé qui continue de perfuser l'industrie pharma et de permettre aux gens de rester malades pour que finalement la boucle continue? Disons que rester malade, tout le monde s'en fout. Je crois qu'il faut être simple. Par contre, perfuser l'industrie, oui, ça indiscutablement. L'industrie et tous les gens qui touchent de l'industrie. Il ne faut pas sous-estimer. Elle est généreuse quand même avec certaines personnes. Très généreuse même. Oui, mais en plus, faut peut-être pas simplifier trop, parce que je veux dire, les buts des gens ne sont pas forcément tous les mêmes. Bon, évidemment, les politiques perfusés par Big Pharma, ils ne vont pas forcément voir plus loin que le bout de leur nez. Ceux qui sont menacés, ils ne résistent pas tous, manifestement. Bon, maintenant, il y avait quand même un projet qu'on a du mal à accepter, qui existe depuis une trentaine d'années, qui est quand même la dépopulation. Et ça, c'est peut-être un projet d'autres. C'est pas forcément les mêmes, je veux dire. Bon, même si ceux-là, ils ont manipulé en dessous. Et que ceux qui étaient en dessous, ils se sont dit... Tu penses à la haute finance, à une élite, une oligarchie, Bill Gates et compagnie, qui voudrait quoi, qu'on soit moins nombreux sur Terre. Écoute, tu lis tous les papiers les papiers d'Atali, c'est simple quand même. Oui, mais ils sont quand même très mauvais, je veux dire. Je suis désolé, c'est très mauvais. Ils sont mauvais. S'ils voulaient vraiment réussir à ce cas, il faut qu'ils s'intéressent à l'Afrique. Je veux dire, s'intéresser à l'Europe pour dépopuler, alors qu'on est pas grand-chose au niveau mondial. On est un 15e de l'univers actuellement, enfin de la Terre, de la population. Et on ne se reproduit pas beaucoup. C'est même en déclin en France. Oui, c'est en fort déclin. Donc ils n'ont pas besoin de s'occuper de ça. Ils ont essayé beaucoup sur l'Afrique aussi avec tous les vaccins. Il y a eu beaucoup d'expérience. Le vaccin tétanique. Enfin, ils ont été. C'est ce que je dis toujours. Ils ont été très peu efficaces. Non, mais ils ont été mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas qu'on simplifie. Mais peut-être parce qu'ils n'achètent pas assez de gens. Oui, je ne sais pas où les Africains se défendent mieux. Je leur donne pas trop d'idées quand même. Les Africains doivent se défendre mieux, peut-être. Les Africains ont un certain nombre certains pays, quand on les voit qui veulent vacciner toute population, puis tu vois tout le village qui se sauve. C'est extraordinaire. Ah oui, non, mais bon. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas simplifier. Il y a sûrement des gens qui veulent la dépopulation et qui ont manipulé ceux qui étaient en dessous, qui voulaient essentiellement le fric. C'est vrai. Voilà. Il y a ceux qui savent et qui exploitent la médiocrité et la cupidité de ceux en dessous qui ne savent pas. Voilà. Et ça crée un écosystème fonctionnel. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas trop simplifier. Non, et puis, ça s'est élargi à autre chose que la santé. Quand même, les chemtrails, là que notre ami Kennedy veut faire... il y a plusieurs États américains qui l'ont fait. Ils l'ont déjà fait, mais là, il veut faire une loi fédérale. Donc là aussi, il étudie. Ils sont extraordinaires. Je veux dire, ils font des monceaux de trucs en même temps. Mais ils avaient bien travaillé. Et puis l'alimentation, quand même. L'alimentation. Il a déjà interdit un certain nombre de produits dans l'alimentation, au moins des écoles. Pendant que nous, en France, avec la loi Duplon, on réintroduit de nouveaux pesticides. Donc nous, en France, on fait toutes les conneries possibles, mais on n'existe pas. Non, mais c'est qu'il y a un lobbying assez efficace en France. Oui, ils sont forts, bien sûr. Il n'y a pas qu'un lobbying, il y a plusieurs lobbying. Ils sont tous pourris sur les éoliennes. T'as vu que là, ils interdisent les éoliennes. Le baratin d'écologie, il faut arrêter. Les éoliennes et compagnie. On veut pourrir là. la vie des Français, alors que nous ne sommes responsables que de 1% du gaz carbonique sur Terre, que le gaz carbonique est quand même aussi très utile pour les forêts. Encore faudrait-il déterminer la responsabilité de ce... on n'en a pas, mais enfin, même si on considère que l'on a... Même si on coupe tout, on fait 1%. Pendant ce temps-là, les Chinois qui disent on va tout faire, ils ont quand même augmenté 30% leurs émissions depuis une quinzaine d'années. Et l'Amérique dit... Au revoir.
C'est pas pour nous. Non, puis Alors, toutes les arrêtons éoliennes, de nous t'as vu toute de taxer comme des fous. la pollution liée aux éoliennes. On dit qu'on n'a pas de sous, mais on consacre plusieurs centaines de milliards pour les soi-disant énergies vertes, qui ne servent qu'à enrichir quelques lobbies bien placés. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois des petits... Et qu'on a beaucoup de mal à démanteler. Ah bah non, extrêmement compliqué. Ça, on ne peut pas les démontrer. Hein. C'est pourri. Hein. Quand c'est planté dans un champ, c'est planté dans un champ. Et dans la mer. Et dans la mer, c'est encore pire. Pour les... Mais bon, il y a quelqu'un qui se bat bien. Là, on va lui rendre hommage. Hein. Absolument. Sur Alexandre Jardin, sur la PP3. Parce que, effectivement, c'est important d'imposer aux politiques que cette politique toxique pour les Français au quotidien qui va leur augmenter leur énergie. On paye l'électricité des autres alors qu'on fournit une électricité quasiment gratuite. C'est hallucinant. Et on indexe cette électricité sur le prix du gaz alors qu'on la produit à partir de nucléaire. Non, c'est hallucinant. Mais bon, c'est vrai que ça. Bon, il y a un élément d'espoir dans tout ce qu'on se raconte là. C'est que ça sort. Il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. Hein. On a dit l'autisme, les vaccins, les effets Covid. Vous deviez être assez seul sur vos questions il y a une quinzaine d'années. On était plus seul, oui, absolument. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de prise de conscience. Ça nous donne le moral. Hein. Mais il faut tenir assez vieux pour voir que ça se range. Mais je suis quand même assez optimiste pour le monde. Alors, combien de temps en France on va mettre à ouvrir les yeux? Combien de temps nos enfants, parmi les plus mauvais en Europe, et petits-enfants vont subir tout ce qui se passe en France? Mais c'est ça, c'est une prochaine génération qui vont devoir... Mais c'est peut-être aussi leur boulot de faire le ménage. Ouais. Il faut aussi qu'ils fassent le ménage. Il faut qu'ils regardent, qu'ils fassent le ménage et qu'ils ne se laissent pas intoxiquer par n'importe qui non plus. Qu'est-ce que vous, dans tout votre parcours, qui a commencé il y a un moment, plusieurs décennies, certains temps, qui a, on va dire, qui s'est pris le pouvoir très tôt dans la tête. Vous avez été confronté assez vite à la hiérarchie publique. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de votre parcours, de vos luttes aujourd'hui? Non, pas de nos parcours, c'est pas intéressant. En tout cas, de votre travail. La seule chose, c'est vraiment 1. N'ayez pas peur. 2. Les seuls combats perdus d'avance, c'est ceux que vous ne livrez pas. Si vous laissez faire, vous êtes sûr de perdre. Si vous battez, vous n'êtes jamais sûr de gagner, mais vous gagnerez vraisemblablement. Et même si on est un petit caillou, on peut faire dérailler un char. Ce que dit, c'est du courage. Et le livre de témoignages qu'on sort là, c'est vraiment là-dessus. Le but, c'était pas de dire que les de l'Épine ont bien traité, on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt. C'était notre mission, c'était notre sacerdoce. Ça nous a fait plaisir de bien traiter les gens. Le but, c'était de dire, vous voyez, ils étaient condamnés, ils se sont battus, c'est grâce à ça, c'est grâce à eux qu'ils sont sortis. Donc battez-vous et vous gagnerez, peut-être. Si vous battez bien, vous gagnerez sûrement. Et je peux rajouter que si vous ne gagnez pas, vous vivrez mieux. Parce Absolument. que c'est quand même... c'est quand même... c'est quand même important. Moi, je sais que les familles qui sont battues avec nous, et on les a pas tous guéris, on en a perdu. Bon, néanmoins, ces familles-là, elles m'envoient des vœux tous les ans, bien sûr. Éventuellement, s'ils ont un petit enfant d'un autre enfant, ils m'envoient aussi un petit témoignage. Tous ces gens-là, il y a eu tellement d'amour qui sont diffusés dans ce service avec les autres médecins, mais aussi les infirmières, mais pas seulement. Des fois, c'était le radiologue, c'était la pharmacienne qui passait, c'était tout. Et puis les bénévoles, hein, il y avait quand même toutes ces associations bénévoles qui venaient, ça faisait tout ça une famille et de l'amour qui se déversait. Elle raconte des fois les mamans, en particulier les mamans italiennes, elles faisaient à manger pour tout le monde. Alors si ma mère ne pouvait pas venir ce jour-là, j'avais les frites de la maman italienne qui me faisait à manger, des pâtes spéciales. Bon, si vous voulez, c'est des histoires d'amour en plus de tout le reste. Et il y a deux parents, oui, 2 au moins, qui ont témoigné là. Et moi, j'avais envie, qui ont su qu'on faisait ce livre et qui m'ont demandé de témoigner. Et moi, j'ai eu envie, effectivement, de les faire témoigner parce que, bon, ils ont finalement perdu leur gamin, mais ils ont vécu une histoire extraordinaire. Ils se sont battus pour ce gamin. Le gamin n'a pas eu... Moi, ce que j'ai toujours, quand même, c'est important que les médecins s'en souviennent et les familles aussi. Ce qui est plus dur pour un enfant, c'est pas la notion de mort. On dit à 5 ans, tu vas mourir, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est quand ils voient l'abandon dans les yeux de leurs parents. Oui.
Et ça, moi, j'ai été frappée très tôt, hein, je sais pas, au début quand on faisait la cancéro, donc ça devait être en 83-84, par un petit gamin de 6 ans qui m'a dit « Oh Nicole, laisse tomber, me soigne plus. Mes parents, ils en peuvent plus, ma maman, elle en peut plus. Laisse tomber, je vais partir, je vais tomber. » C'est dur d'entendre ça d'un enfant. 6 ans. Celui-là, il avait 6 ans, mais ils sont très matures, évidemment, les enfants qui ont été malades depuis 2-3 ans, qui traînent dans les hôpitaux, qui regardaient, je sais pas, du temps où on avait les pancartes dans les lits, ils regardaient les pancartes, puis à l'époque, on distribuait les résultats, on les mettait sur les lits. Moi, j'en ai vu, bah oui, à l'époque, c'était pas tout caché comme ça, là. Au moins, tu pouvais faire ta visite, t'avais les éléments. Mais eux, ils les avaient aussi. Alors, t'avais le gamin de 6-7 ans qui regardait celui de l'autre. « Oh, bah, t'es foutu, toi, t'as vu ta nume ?» Bon, il était pas forcément foutu, mais enfin, il savait s'interpréter. Mais cette chaîne d'amour absolument fabuleuse qu'on avait dans les hôpitaux, c'est ça qu'il faut retrouver. À ce moment-là, on retrouvera des médecins des hôpitaux, on retrouvera des infirmières, on retrouvera des aides-soignantes qui ne regarderont pas l'heure en disant « je dois partir parce que c'est mon heure ». Et donc, j'ai 2 parents, effectivement, qui ont témoigné pour expliquer ça, qu'il faut se battre. Et bon, des fois, on perd, mais entre-temps, on vit. Et moi, on vit parce que les parents qui considèrent que le gamin il est foutu et qui attendent qu'il meure pendant 2 mois, c'est ce qu'on peut imposer de pire à son gamin. Donc il faut vivre. Moi, je veux dire aussi pour les confrères, pour les médecins. Oui. Hein, luttez et vous verrez, vous vivrez mieux. Ce qu'elle dit pour les malades. Oui, qu'on gagne ou qu'on gagne moi, pas, j'ai un exemple très simple. On était dans une section des soi-disant meilleurs de l'année au début, en première année. Et donc, on se connaissait à peu près bien. Et alors, les autres, qui souvent étaient après nous, ont tous été nommés professeurs. Et pas nous, ce qui était logique. Quasiment logique, pas puisqu'on n'obéissait pas. Ouais. On voulait être libre, et ça s'est senti très vite. Tôt, et donc, on nous a mis de côté parce qu'on était imprévisible pour la doxa, et donc potentiellement dangereux. Et donc, après, quand j'allais dans son service, donc dans l'hôpital, je traversais, et crac, je trouvais tous ces gens qui étaient mes collègues de la même année, qui étaient devenus chefs de service. Alors, ce qui était terrible, c'est que j'allais, quand ils me voyaient, ils baissaient les yeux. Et ils avaient 10 ans de plus que moi. Donc ils d'allure, d'aspect. Ils étaient complètement à la tête courbée. Ils étaient professeurs, ils étaient chefs de service, mais ils s'emmerdaient dans la vie. Ils étaient malheureux parce qu'ils avaient dû faire trop de concessions. Oui, avec leurs propres convictions. Oui, absolument. Donc il faut, c'est vrai dans tous les métiers, ça, je dis. C'est vrai dans tous les métiers. Battez-vous et ne baissez pas la tête. Soyez polis, mais baissez pas la tête par rapport à vos convictions. C'est vrai que c'est quelque chose. Tant pis. Vivez avec. C'est un fil rouge, c'est que vous êtes tout le temps heureux dans ce que vous faites, dans ce que vous défendez. Bah oui. Et vous allez toujours chercher ce lien humain. Bah oui. Mais c'est ça qui a rempli la vie. C'est ça qui a rempli la vie. Qu'est-ce que c'est que l'homme, sinon le besoin d'avoir ses semblables? Franchement, c'est pas d'être sur le tableau Excel et de c'est pas d'être riche. Patron, c'est pas d'avoir la plus grosse voiture ou la plus grande langue, si. Bon, non. C'est effectivement d'avoir des contacts enrichissants avec les autres et vrais. Oui, contacts réels. Voilà. Et puis qu'ils soient en fonction naturel. De ce qu'on aime, en fonction de... Mais c'est vrai que nos anciens patients... C'est pas les études qui nous définissent. Moi, j'ai toujours apprécié la sagesse du paysan. Mon grand-père savait à peine lire et pas écrire, mais il m'enseignait énormément de choses. La sagesse du paysan. Oui, et puis c'est ça, moi j'ai l'amour de l'homme et je vous ai dit tout à l'heure, on va revoir des collègues la semaine prochaine, mais il y aura aussi deux anciennes patientes qui ont après servi de bénévoles, d'animatrices, etc. chez nous. Mais ces gens-là, ils sont trop heureux quand on se revoit, parce qu'effectivement, ils retrouvent la famille. Et ce qu'ils disent, c'est vraiment ça qu'il faut tirer dans les hôpitaux. Ça n'a pas existé que chez nous, mais malheureusement, les services où ça s'est existé ailleurs, ils étaient tous fermés les uns après les autres. Donc c'est ça qu'il faut recréer. Et à ce moment-là, on remontera. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je suis un peu vieille pour reprendre un poste, je sais pas où, mais je veux dire, on peut remonter des services qui marchent avec ces ambiances-là, avec une liberté de soigner, sans la liberté est la chose essentielle. On peut pas faire de médecine sans liberté. Et d'ailleurs, c'est dans liberté de prescrire, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut. Hippocrate l'avait prévu. Il avait bien dit que le médecin ne se doit qu'à son malade.
pas à d'autres, pas au pouvoir, pas aux puissants. C'est dans le serment d'Hippocrate. C'est dans le serment d'Hippocrate original. Il avait déjà anticipé les ingérences extérieures. Absolument. Oh, bah oui, ça a toujours existé de tout temps. C'est pour ça que, bon, là, en ce moment, en France, c'est vrai qu'on passe une mauvaise passe. Dire le contraire, ce serait peut-être un petit peu optimiste, mais on peut remonter. On a encore assez de gens qui peuvent remonter. Moi, même les collègues qui ont 60 ans, et reprendre un poste dans des bonnes conditions, quoi. Mais franchement, c'est admirable. Moi, je suis très admiratif de votre énergie et de votre optimisme, de votre détermination à toujours avoir cet espoir. Mais non, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Relisez l'histoire. Toutes les tyrannies se sont écroulées un jour. Alors, bon, ce qu'on voudrait, c'est qu'elles s'écroulent avant qu'on meure. Parce qu'on nous, est quand même mais pas bon, tout jeune. nous, bon, mais on voudrait voir. Mais en tout cas, on est sûr que ça va s'écrouler. Et assez vite. Et plus les gens même. ont compris, et plus les gens ils sauront. Oui. Et effectivement, on a une énorme chance parce qu'aux États-Unis, ça bouge beaucoup. Et que ce qui va être déterminant aux États-Unis, qui va être publié aux États-Unis, les études enfin honnêtes, vont accélérer les choses en France. On a toujours copié ce que faisaient les États-Unis. Hein. Le meilleur comme le pire. Oui, absolument. Gérard disait tout à l'heure, il a été sauvé au Conseil de l'Ordre parce qu'aux États-Unis, ils avaient fait une étude là-dessus. Moi, je suis très optimiste parce que vraiment, Robert Kennedy, qui est quand même quelqu'un d'hyper fiable, hein, c'est pas quand je vois qu'il y a des gens qui... On voit son parcours, il a combattu les lobbies, les industries pharma. Voilà. Les industries de l'eau, quand même, la pollution. Et en plus, toutes les menaces, hein, parce qu'il a toujours été menacé. Bon, Gérard l'a rencontré en 2019 à un congrès où il l'avait invité. Je regrette d'avoir eu la flemme de prendre l'avion parce que je l'ai embrassé ce jour-là, mais tant pis. On avait été invités tous les deux, j'étais obligé de partir tout seul. Ouais, c'est ça. Et je mangeais avec son... garde du corps. Son garde du corps. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on a eu quand même l'occasion d'avoir des contacts via Montagnier, en particulier d'ailleurs, avec lui. C'est quelqu'un d'hyper fiable, quoi. Bon, je dis pas qu'il peut pas se tromper sur quelque chose. Tout le monde est faillible, tout le monde peut se tromper. À des moments, mais franchement, je souhaite que les gens lui fassent confiance. Parce que quand je vois des fois, ils n'ont pas encore fait ça, ça va, ils sont là depuis 6 mois, c'est bon. Hein. C'est sûr qu'il ne doit pas avoir toute l'attitude et liberté de faire tout ce qu'il voudrait. D'abord, déjà de faire tout ce qu'il voudrait. Et puis ils sont menacés en permanence. Hein. Je veux dire, là, on a bien vu avec leur Charles Kirk, là, qui était un de ses amis au passage. Puis lui, avec sa famille, son oncle, son père. Oui, c'est ça. Donc ils ont toujours été. Donc ils vivent dans des conditions très difficiles, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils arrivent quand même à ils arrivent à penser. Ils ont fait quand même tout ce qui... Moi, je trouve qu'ils font vite, c'est bien. C'est peut-être parce qu'ils ont peur, effectivement, de ne pas forcément durer longtemps. Mais tout ce qui est publié, c'est publié. Donc, vraiment, je demande aux gens de lui faire confiance. Et s'ils lui font confiance, ils vont sur... Marco Pieter, notre éditeur. Alors, je rappelle votre ouvrage, déjà, Du cancer à la vie. On ne l'avait pas dit tout à l'heure, avant-propos d'Alexandra Henrion-Caude. Absolument, notre résistante martyrisée aussi. Ouais. Donc, dans la collection Résurgence chez Marco Pieter, il y a des témoignages. Il y a aussi des protocoles de traitement. Oui, quelques petites pistes comme ça. Vous êtes obligé de les mettre. L'éditeur, il trouvait que c'était bien qu'on le mette. Ça restera en archive aussi, peut-être. Voilà, peut-être, oui, absolument. Inspirer d'autres médecins. Oui. Nous, on n'est pas inquiets. Ce qu'on avait dit a été complètement démoli en Europe, tout simplement parce que individualiser la médecine, c'est pas possible. C'est les médecins qui décideraient. Et non, c'est la pharmacie, l'État qui doit décider des traitements. Ça ne doit pas être le médecin. C'est ça, donc c'était un trouble absolu. Mais on voit actuellement, nos articles sont pris en Chine. Et des Chinois, entre autres, nos vieux articles il y a 30 ans, en méthotrexate sont repris effectivement en Inde. Oui, c'est utilisé ce qu'on a fait tous donc les jours. L'Europe est en train de mourir, l'Occident est en train de mourir dans la pensée. On récupère la matière grise. Mais tout ce qui a été autres publié. Mais je voulais dire, pour finir avec Robert Kennedy, il y a 2-3 bouquins qui ont été publiés chez Marco Pieter. Qui sont juste qu'il faut absolument. Bon, ils sont gros, mais enfin, il faut essayer de lire au moins le premier, qui était sur effectivement toute l'histoire médicale, toutes les trahisons qu'il a découvertes au temps de sa carrière, et en particulier la capture des agences. Oui. Donc, en fait, il y a tout le système qui a été démonté. On comprend bien que maintenant, ils soient capables de faire vite des décrets, des lois, parce que tout a été démonté. Il l'a analysé. Mais si ça intéresse un peu les gens, ça serait bien d'aller les lire. Ils sont en français, bien traduits. C'est pas très difficile à lire. Parce qu'effectivement, la capture des agences, qui est bien démontrée aux États-Unis, est exactement la même chose en France. Hein. Les agences sont créées pour dire que le gouvernement a raison. En gros, c'est ça.
Exactement, et légitimer le pouvoir en place. Voilà, donc ça, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Puis, il y a tous les livres aussi de Peter Gutsch, qui était le fondateur de la Fondation Cochrane et qui a été viré par Bill Gates. De fait, quoi. Et tous vos ouvrages, je rappelle, vous en avez écrit quelques-uns quand même. Une quinzaine à peu près. Ouais. Soigner et obéir, c'était un bon titre. Ah oui, c'est en 2016. Oui, c'est important parce que là, c'est pas celui qui a fasciné les gens le plus parce que c'est le système bureaucratique qui est démontré. Mais c'est important. Si vous aviez un de vos ouvrages à conseiller, ce serait lequel ? Peut-être celui-là quand même. Que les gens fassent l'effort de lire pourquoi ça va mal et tout ce qu'on peut améliorer. Parce que, par exemple, notre ami Serge Rader, malheureusement décédé, avait bien expliqué aussi que, en regardant ce que faisait l'Italie par rapport aux médicaments, on pouvait déjà gagner 20 milliards d'euros, si je me souviens bien. Donc, je crois qu'on avait repris ça. Comme d'ailleurs Trump veut faire en imposant un prix des médicaments aux États-Unis qui serait moitié moindre. Donc oui, soigner ou obéir, ce sera le livre de chevet du prochain ministre de la Santé. J'en suis pas sûr. Non plus, mais... Vous m'avez nommé ministre, mon cher ami. Vous m'avez nommé ministre, c'est ça ? J'aimerais bien. Non. Voilà, Non, mais on est trop vieux. Mais nous, on a toujours... Non, mais moi, j'ai toujours... faut être trop vieux avec beaucoup d'expérience que trop jeune avec... Oui, peut-être, mais quand même un peu trop vieux. Enfin, on a l'âge de Trump, mais bon, Trump, il a quand même solide. Mais nous, bon. on n'a pas. Vous êtes solide. Mais quand même, je me vois quand même pas faire tout ce qu'il fait tous les jours. Il y a quand même des tempéraments. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a toujours expliqué, quels que soient les gouvernements qui étaient en place, on avait eu des contacts. En plus, moi, j'ai eu des contacts pendant très longtemps avec tous les gouvernements, avec tous les ministres de la Santé, puisque des patients ne voulaient pas que le service disparaisse, ils étaient menacés depuis 80. Jusqu'en 2014. Et bon, ils avaient des copains de droite, de gauche, de machin, donc j'ai connu tous ces gens-là. Et à chaque fois, je leur disais, mais on peut vous expliquer ce qui... Comme ça, anonymement, on peut vous expliquer, on vous expliquera tout ce que vous voulez, on peut vous aider. Et aussi bien, comme Gérard parlait tout à l'heure, de droite comme de gauche... Ça intéresse personne. Ils s'en fichent. Et alors, c'est vrai que soigner ou obéir, ça intéressait personne, mais pas non plus les citoyens. Donc, je voudrais quand même conclure là-dessus. Les citoyens sont responsables aussi. Quand Marie-Celle Touraine a sorti avec, d'ailleurs, Olivier Véran, qui était son rapporteur en 2016, son épouvantable loi, la loi Touraine, tout est passé parce qu'elle a dit que ça sera le tiers payant automatique. Et c'était ça qui est passé. Ça sera les lunettes et les dents gratuites aussi. Gratuites, etc. Moi, l'autre jour, ma belle-mère, elle s'est fait refaire des lunettes. J'étais sidérée parce que le remboursement Sécu, c'était 9 centimes. Parce qu'il ferait quand même un remboursement. Ah oui. Ils envoient les lettres aux malades en disant on vous a remboursé de temps. Oui. Et alors, attends, j'ai demandé... Et la lettre, ça coûte beaucoup plus. Et j'ai demandé on en rigolait avec l'opticien. Et l'opticien nous a dit, oui, mais si vous n'envoyez pas à la Sécu, la mutuelle ne remboursera rien. Bon, la mutuelle ne rembourse rien non plus, d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais bon, je ne pleure pas sur ma belle-mère. Elle a les moyens de lui payer des lunettes. C'est pas le souci. Mais qu'ils osent rembourser 9 centimes, on envoyait un courrier. C'est comme ça, moi, qu'ils osent dire. On est loin de l'idée de la Sécu de ton père. Et de Touraine, Marie-Celle Touraine qui a menti. Et même, il me semble que Macron l'a menti sur le prix des lunettes gratuites. Les lunettes gratuites et tout ça. Voilà. Bon, donc, citoyens, battez-vous et n'écoutez pas Marie-Celle Touraine ni Olivier Véran. Parce que quand on voit quand même qu'ils osent avoir une émission Simiès Véran. Je ne sais pas s'il y a des gens qui la regardent, mais le fait même qu'elle existe est une insulte, une insulte à tous les médecins suspendus, à tous les malades morts de Charcot, de crise cardiaque, de tout ce qu'on veut, et aussi de Rivotril pour les vieillards en EHPAD. Rivotril, Ah bah oui, non mais attends, ils osent quand même. Édouard Philippe ose dire je vais me présenter après avoir encore ce décret. Et ils ont été blanchis dans l'enquête par les juges par rapport à leur gestion sanitaire, donc c'est vraiment... non, mais malheureusement, il faut bien dire aussi que la plainte était ridicule.
La plainte qui a été portée contre eux, ça n'a pas été pour le Rivotril. Mal faite. C'est ma fête. Elle portait sur... ils nous ont donné les masques trop tard. Oui, c'est ça. Faut être un peu sérieux. Mais non, ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé de faire quelque chose, et malheureusement, ils n'ont pas fait porté trop sur tôt le... et c'était pas sur le bon, pas bien. sujet. C'est quand même mieux qu'ils fassent rien. Ah, je dis pas, mais... Je suis pas sûr qu'ils aient été heureux d'être mis en examen quand même. Peut-être que... Symboliquement, c'est sûr que ça... Symboliquement, c'était bien qu'ils aient fait quand même, ouais. Ça a été tellement... Mais bon, c'est sûr qu'il va falloir en refaire, mais ils vont avoir leur dose un jour, ceux qui seront encore là. Alors, je trouve que moi, je serais Olivier Véran, j'aurais fait tout ce que j'ai fait, je me cacherais. Parce que c'est vraiment Véran, Édouard Philippe, pareil. C'est quand même une toxicité. Bon. Je veux dire, ça serait... Moi, il me semble qu'il faudrait qu'ils se cachent. Ils peuvent même aller à l'étranger. Parce que c'est vraiment faire de la provocation. Là, tous ces gens-là, dont la famille meurt de Charcot, de crise cardiaque, des enfants qui sont morts, etc. Parce que, ils allaient dans l'école de je sais pas quoi, il fallait être vacciné. Moi, tous ces gens-là, ils vont se réveiller un jour. Et on soutient vraiment, on salue toutes les personnes effectivement qui se sont retrouvées, qui se battent avec leurs effets secondaires pour se faire reconnaître déjà. Premièrement, ils n'arrivent même pas, oui, il faut vraiment. Et je veux dire encore aujourd'hui, d'ailleurs, moi j'ai appris ce matin qu'une amie qui devait se faire opérer dans un hôpital, grand hôpital parisien, on commençait à lui donner à l'arrivée la liste de 9 vaccins à faire. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est de ce monde? On est en septembre 2025. Et la nana, mais je lui dis, en plus, elle vient de me dire, elle était gentille, elle était bien, etc. Elle m'a convaincue. Mais quand même, c'est bizarre. Je lui dis, mais t'as pas réagi? Elle me dit, si, puisque je te le dis. Mais quand même, mais c'est hallucinant. Dans l'hépatite B, figurez-vous. Dans l'hépatite B, une dame qui va se faire hospitaliser pour un truc. Enfin, c'est dans les hôpitaux publics parisiens. Les militaires, parlons des militaires. Pour l'instant, les militaires, ils sont encore obligés de se faire injecter le poison Covid s'ils veulent aller en opération extérieure. Ah oui. Alors qu'en Afrique, il n'y en a pas de Covid. Hein. Et à l'entrée dans les écoles d'être soignants, de médecine, etc. Ils les obligent encore kiné, enfin tout ce qu'on veut. Donc il y a un gros bataille à mener. Peut-être Onetssis peut la mener, très bien. Là, vous avez des troupes. Il faut mener rapidement. C'est des gens qu'on condamne alors qu'on le sait. Comment on peut faire pour imposer à l'entrée d'une école d'infirmière ou une école de médecine ou aux militaires qui n'est pas efficace et qui est toxique, quoi. Je veux dire, il y a combien de gamins qui sont morts de tout ça déjà? C'est horrible. Beaucoup. Et beaucoup sont restés dans le silence et dans l'ignorance aussi. C'est encore pas... Oui, c'est ça. Ils n'ont pas encore admis dans leur tête que c'était pas une coïncidence. Il y a aussi cet obstacle-là. Chacun est il y a beaucoup de gens dans le déni. Mais quand même, si demain matin ou dans les semaines qui suivent, à la télé, y compris BFM TV ou CNews, TF1, j'ose pas espérer, disent qu'il y a des complications importantes liées à l'injection, peut-être que les gens vont pas accepter de sacrifier leur gamine. Moi, il y en a qui me disent ça, je dis, écoutez, change de métier. Dans le nouveau monde, bientôt les médias feront ce job-là, les médias mainstream. En tout cas, d'ici là, il reste du boulot pour les médias alternatifs. Voilà, boulot. Donc, la renaissance viendra des médias alternatifs. Ouais, mais qui seront plus alternatifs, des médias, c'est vous les médias maintenant. Les vrais médias. Comme dirait Elon Musk, c'est vous les médias. On fait le travail, comme vous. On fait le travail. Vous avez commencé assez tôt, mais on prend le relais. Vous en tout cas, merci infiniment Nicole et Gérard de Lépine d'être venus au micro de Nexus pour nous partager vos anecdotes, vos témoignages, votre parcours et aussi cet ouvrage dont on a parlé, Du cancer à la vie, qui redonne le sourire, un témoignage de combat, de guérison et d'espoir dans la collection Résurgence aux éditions Marco Pieter. Je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est un ouvrage aussi qui redonne de l'espoir. Le cancer n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui ont guéri en suivant des personnes comme vous, libres, parce que la médecine doit être libre. La médecine doit être libre. Et vous l'avez incarné à la perfection dans votre carrière. Vous êtes allé au bout de vos convictions. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des gens encore maintenant quand même. Il faut les chercher un peu, mais... J'espère que vos témoignages, votre parcours va inspirer d'autres médecins. Espérons aussi. On a quand même quelques-uns déjà. Il y en a déjà, mais on en a besoin, nous, Français, d'avoir des médecins libres, indépendants, qui osent prescrire
et qui osent risquer. Bon, soigner si la Sécu vient les engueuler. Et désobéir. Parce que vous avez, je rappelle, écrit un ouvrage Soigner et obéir. Ou obéir. Soigner ou obéir. Absolument. Il faudrait faire soigner et désobéir. Il vaut mieux soigner et désobéir. En tout cas, merci infiniment à vous deux. Merci à toi et à Lazare, qui était derrière la technique, caché dans sa régie. Et puis pour ceux qui veulent continuer de nous soutenir, pour qu'on puisse vous produire, vous diffuser une information libre et indépendante, le dernier numéro Nexus, disponible en kiosque et sur nexus.fr, toujours sans publicité et sans subvention. Grâce à nos lecteurs, on peut continuer d'inviter des personnes comme vous et de diffuser des informations que le pouvoir tente de dissimuler. En tout cas, merci infiniment à vous deux. Merci à toi. Et à très bientôt. Voilà, merci.